Bienvenue dans Richissime, anciennement Budget Chéri, le podcast qui parle d'argent et de relations à l'argent de manière simple, décontractée et fun. Je suis Delphine Pinon, je suis money coach, c'est-à-dire que j'aide mes clients à libérer leur relation à l'argent pour accomplir de grandes choses dans leur vie. Ce podcast, c'est mon kiff personnel que vous êtes bientôt 35 000 à écouter chaque mois. Je partage tout ce que j'apprends quotidiennement sur l'argent depuis plusieurs années déjà, seule ou au contact de mes invités. Ce sont que des choses qu'on ne trouve pas en faisant une simple recherche sur Google, tout simplement parce que je parle de ce qu'on ressent, de ce qu'on croit ou de ce qu'on pense à propos de l'argent. Moi, je vous aide à comprendre comment vous fonctionnez avec l'argent. Je vous aide à comprendre ce qui coince pour vous, ce qui vous empêche d'aller là où vous voulez aller, ce qui vous donne l'impression de stagner, de manquer ou enfin de vous limiter. Et je vous partage surtout les clés pour transformer votre vie comme j'ai transformé la mienne et celle de milliers de personnes. Retrouvez-moi sur Instagram, c'est Richissime Podcast tout simplement, où on est maintenant plus de 6000 pour des partages quotidiens, plus personnels et la présentation de toutes mes offres. Et c'est aussi le meilleur endroit pour venir discuter avec moi en message privé. Je vous propose aujourd'hui un nouvel épisode avec un nouvel invité. Il s'agit d'une grande première pour moi puisque c'est mon premier épisode éco, pour lequel j'ai choisi de parler de la hausse des prix et de la conjoncture économique actuelle. Et je n'ai pas choisi n'importe quel invité puisque je reçois aujourd'hui Axel de Tarlet. Certains le connaissent déjà car il sévit sur presque toutes les chaînes du service public en tant que chroniqueur éco à Télématin sur France 2, présentateur le week-end de C'est dans l'air et présentateur tous les matins à 9h30 de l'Info C'est clair sur France Info TV. Avant cela, il avait passé plus de 20 ans sur Europe 1 et fait de nombreuses collaborations avec la presse écrite. Un CV donc impressionnant qui m'a mis la pression, je vous cache pas, pour être à la hauteur et revoir un peu toutes mes notions d'économie qui dataient un petit peu. Largement oublié depuis mes cours d'économie à Sciences Po, c'était il y a, le temps passe vite, probablement une bonne quinzaine d'années. La hausse des prix et les pénuries sont partout en ce moment, dans les médias, mais aussi et surtout dans nos vies. Le carburant, l'énergie, le blé, le papier, les puces électroniques, le bois, mais aussi les loyers et l'immobilier avant le Covid et depuis le Covid. Pourtant, les indicateurs ne sont pas si alarmistes. C'est ce qu'on va voir ensemble. Le pouvoir d'achat notamment, il est en hausse selon l'INSEE sur 2021 et même plus globalement sur le quinquennat de Macron. Ça m'a donné de beaux sujets de discussion avec Axel, comme par exemple d'où viennent ces hausses ? Sont-elles passagères ou sont-elles amenées à perdurer ? Comment est calculée l'inflation et comment la maîtriser ? Les salaires sont-ils amenés à augmenter ? Que peut-on faire à un niveau individuel pour ne pas subir trop les hausses de prix ? J'espère que cette conversation va vous plaire. Je vous laisse nous écouter et on se retrouve à la fin de l'épisode. Bonjour Axel. Bonjour Delphine. Je suis intimidée. Je suis honorée et intimidée de te recevoir. Parce que je t'écoutais il y a très longtemps quand j'écoutais Europe 1 et puis les auditeurs le savent, j'ai pas eu la télé pendant très longtemps. Donc moi j'avais pas vu que maintenant tout le monde connaissait ton visage et que on te voyait un petit peu partout, essentiellement sur France Télé, mais surtout tout France Télé, presque tout France Télé. Mais donc voilà, je sais que pour certains auditeurs, certains connaîtront ton nom, certains connaîtront ton visage. Mais voilà, en tout cas, je suis honorée de faire mon premier épisode éco avec toi. C'est quand même la classe. Écoute Delphine, merci beaucoup. Et c'est toi qui me gêne là, me dire ça. J'ai l'impression de devenir une grande personne là, alors que tu sais ce que c'est. Hein, dans sa tête, on a toujours 20 ans et on est toujours au début d'une aventure. Alors que c'est vrai que j'ai fait près de 25 ans d'Europe 1, mais c'est fini maintenant. Je suis à France Télévisions et d'ailleurs, c'est une renaissance professionnelle, c'est ce que je te disais à l'instant. Je trouve qu'il ne faut pas rester 25 ans dans la même entreprise, c'est très bien de changer. Et moi, je renais professionnellement à France Télévisions et j'en suis ravi. Alors c'est marrant parce qu'on va pas du tout parler de ça, mais je peux pas ne pas rebondir sur ce que tu viens de dire parce qu'une de mes missions, moi j'aide les gens par le prisme de l'argent et de leur relation à l'argent à essayer de faire des changements dans leur vie. Changer de vie, c'est un bien grand mot, mais essayer de se dire est-ce que peut-être en travaillant un petit peu mon savoir financier, mais aussi ma relation à l'argent, est-ce que je peux pas peut-être accomplir plus de choses dans ma vie ? Est-ce que je peux pas accéder à d'autres choses ? Est-ce que je peux pas me réinventer ? Donc forcément, quand tu dis ça,
ça me parle et j'ai l'habitude de commencer en général les épisodes avec des questions personnelles pour mes invités. De quel milieu tu viens, toi? T'as grandi où déjà? Dans quel endroit? Et puis, c'était quoi le milieu social dans lequel tu as grandi? Alors, moi, j'étais fils de banquier de province. Et donc, tu sais que les banquiers, on les fait déménager tous les 3-4 ans Oui, c'est vrai. pour ne pas qu'il y ait de connivence, voire de conflit d'intérêts, voire de magouille avec leurs clients. Parce qu'évidemment, quand un banquier, il est depuis trop longtemps avec Madame Micheux, ou il connaît un peu trop l'entrepreneur, ah bah tiens, je vais vous supprimer ça, ah bah tiens, je vais encore vous prêter. Et donc, tous les 3-4 ans, on les change pour mettre place à un nouveau banquier qui a un œil frais. Et donc, j'ai habité dans beaucoup d'endroits de France. Je suis né à Clermont-Ferrand, j'ai habité Valence, dans la Drôme, Toulon, Dijon, Toulouse, Lyon, voilà. Et professionnellement, je suis arrivé à Paris. Et donc, je suis à Paris depuis que je travaille. Mais du coup, ça m'amuse toujours parce qu'on parle souvent des Parisiens. Et comme je le dis souvent, vous savez, Paris appartient aux provinciaux. Hein, d'ailleurs, quand on habite Paris, on dit tous, mais d'où tu viens? Bah voilà, moi, je viens de toutes ces villes que j'ai citées. Tu l'as senti, toi, le clivage Paris-Province, ne serait-ce que même dans ta carrière? Tu sens que ça a été disons, quand on habite Valence ou Toulon, on est exaspéré par la télévision qui ne parle que de Paris. Et du coup, quand on habite Paris, c'est vrai d'abord, on en a conscience et on y fait attention. Et si on vous traite de Parisien, on dit, vous savez, Paris appartient aux provinciaux, donc arrêtez de. Moi aussi, j'ai habité toutes ces villes. Je retourne dans le Cantal, etc. Et donc, ne me traitez surtout pas de Parisien parce que n'y étant pas né, et ayant découvert cette ville à 25 ans, on ne peut pas me taxer de Parisien. Je sais pas pourquoi on parle de ça, mais c'est parti là-dessus. Exactement. Et en tant qu'homme des médias et spécialiste de l'éco, est-ce que pour toi, parler d'argent, c'est un sujet qui est... Alors, parler d'argent plutôt dans le sens finance personnelle, c'est simple ou pas? Oh, il y a toujours un petit tabou de parler d'argent. Hein, moi, je trouve, j'aime absolument pas qu'on me demande combien je gagne, etc. C'est des questions que je pose pas. Maintenant, moi, je suis arrivé à l'argent. Au début, je suis entré dans le journalisme par la bourse. Et donc, je faisais les points bourse. Et puis après, je me suis élargi. De la bourse, je suis passé à l'économie. Et de l'économie, maintenant, à France Télévisions, que ce soit l'Info C'est Clair sur France 27, ou que ce soit sur Canal 27, France Info, ou que ce soit dans C'est dans l'air, quand je fais le vendredi et le samedi. C'est très généraliste, ce que je fais. Mais partout, il y a de l'économie. Et comme on dit, l'argent est très souvent le nerf de la guerre. Donc, c'est très bien d'avoir cette formation, d'avoir ce prisme en tous les cas, ou ces connaissances financières pour traiter de l'économie en général, pour traiter de l'actualité en général. Je m'en suis rendu compte en préparant cet épisode. C'était quasiment impossible de traiter du sujet de la hausse des prix sans parler politique. Alors moi, c'est pas forcément l'angle que j'ai envie de donner à cet épisode, donc je pense qu'on parlera assez peu des impacts, même si je ne résisterai pas à une petite question sur la campagne. Mais en vrai, c'est vrai que c'est assez compliqué, je trouve, d'aborder, enfin dans les médias en tout cas, systématiquement, ça glisse très très rapidement le sujet de la hausse des prix et du pouvoir d'achat. Ça glisse systématiquement sur le sujet de la campagne présidentielle et du jeu de électoralistes autour de cette question du pouvoir d'achat. Bien sûr. Et là, quand même, le chèque, comment Jean Castex a appelé ça, là, le chèque classe moyenne. C'est indemnité classe moyenne. L'indemnité classe moyenne. Tout ça pour amortir la hausse du prix. Alors, non pas de l'essence, parce que le gouvernement ne voulait pas donner l'impression qu'il subventionnait les énergies fossiles en pleine COP26. Donc, on a dit non, mais on subventionne, on compense la hausse des prix en général, dont le prix de l'essence. Mais alors, du coup, là, c'est vrai qu'on entre dans une logique dont on ne voit pas le bout, parce que, comme le disait Dominique Seux l'autre jour sur France Inter, il dit, mais alors, si demain le poivron augmente, on va faire un chèque poivron. Donc, vous voyez, on ne s'en sort plus dès que le coût... Et tu me parlais de politique, mais c'est une perversité parce qu'en fait, répondre au prix qui augmente, c'est aux entreprises, c'est aux salaires d'apporter la réponse. C'est à notre... Voilà, c'est pas aux politiques. Enfin, le politique n'est pas là pour dire, ah, vous avez un problème de prix qui augmente, j'ai la solution, je vais m'endetter, puis je vais vous donner un petit chèque. Alors, à l'origine, d'où vient cette hausse
On a l'impression, mais encore une fois, j'ai pas étudié l'économie, je ne sais pas si c'est cyclique, si c'est quelque chose qui est complètement anormal ou si c'est déjà arrivé plein de fois historiquement, même récemment. Et voilà, on en fait quelque chose d'extraordinaire parce qu'on est en semi-post-Covid ou Covid ou post-Covid, on ne sait pas trop si on en est sorti ou pas. Mais donc, on n'arrive pas à vraiment... Enfin, moi, j'ai du mal à capter le phénomène exceptionnel. Est-ce qu'on est dans un phénomène exceptionnel ou pas? Et d'où viennent ces hausses à tout va? Parce que là, on parle quand même... Il y a le gaz, il y a le carburant, l'électricité, l'immobilier. On en parle, mais comme un phénomène un peu à part, puisque c'est pas calculé dans l'indice de l'inflation. Non, c'est tu me dis exactement si ça. je me trompe, mais ouais, c'est pas calculé dans l'indice de l'inflation. Donc voilà, mais on a quand même l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui augmentent. Alors, tu poses la question, mais c'est l'ALA majuscule, que tout le monde se pose en ce moment. C'est vrai que l'inflation repart, et c'est un phénomène qu'on n'avait pas vu depuis des décennies. Et la question est-ce que c'est temporel, est-ce que c'est conjoncturel, ou est-ce que c'est structurel? Donc, je m'explique. Est-ce que, comme tu l'as dit, c'est conjoncturel? C'est simplement parce que on sort du Covid et que il y a eu des grains de sable dans la mondialisation. On a vu par exemple ce container bloqué dans le canal de Suez. On voit bien qu'il y a des problèmes d'acheminement parce qu'il faut se remettre comme un coureur qui s'arrête et qui reprend la course. Il faut qu'il retrouve son rythme. Et donc de temps en temps, il appuie un peu fort, etc. Et donc il y a des hausses des prix. Voilà, il faut se remettre dans le cycle. Et ça, c'est la théorie de ceux qui disent c'est passager. Là, on a des surconsommations post-Covid. Par exemple, on a tous envie de refaire notre salle de bain en même temps ou de faire des travaux en même temps. Et donc, ça crée et du coup, les professionnels voyant ça, ils se mettent à stocker. Donc, tout ça, ça crée des sursauts de consommation qui poussent les prix à la hausse. Mais ne vous inquiétez pas. C'est par exemple la hausse de consommation de bois en ce moment. Une fois qu'on aura retrouvé notre rythme de croisière, les prix ça s'agiront et tout redeviendra normal. Ça, c'est la théorie que défendent beaucoup d'économistes et que défendent la Banque de France. Maintenant, il y a une autre théorie qui est la théorie pas du tout, c'est structurel. C'est le grand retour de l'inflation. Et on parle de l'essence, oui, c'est quoi? On est en pleine COP26. En fait, on se rend compte de la finitude des ressources naturelles face à une population mondiale qui aspire, notamment les Chinois, à vivre de mieux en mieux. Et donc, il n'y a pas de pétrole pour tout le monde. Le dérèglement climatique fait qu'il y a de moins en moins de blé pour tout le monde. On a vu que si le prix du blé augmente, c'est parce qu'il y a eu des dômes de chaleur terribles au Canada l'été dernier qui ont ravagé les récoltes. Si le prix des abricots, le prix des pommes, le prix du vin augmente, c'est parce que... Les fruits cet été, c'était voilà, exactement. Incroyable. Moi, j'ai jamais vu les fruits dans tous les supermarchés ou sur les marchés. C'était là, mais même encore aujourd'hui, les clémentines, le raisin, etc. On n'arrivait à rien acheter à moins de... Enfin, chez moi, pourtant j'habite dans le nord de la France, vers Dunkerque, je vais dans les petits marchés ultra locaux. Et bon, après, on ne sait pas où ils se fournissent toujours, mais je peux te dire que mes fruits, je les sentais passer, quoi. Exactement, parce qu'il y a eu du gel au printemps, on se souvient, les floraisons avaient commencé à partir de la période de gel, donc les récoltes ont été très mauvaises. Et donc, à la fois cette surconsommation qui caractérise les 7 milliards d'humains que nous sommes et le dérèglement climatique qui appauvrit et la finitude du monde qui fait qu'il n'y a pas de pétrole pour tout le monde, il n'y a pas de terres rares pour tous les téléphones que nous avons tous dans nos poches. Et donc, cette soif de consommation, cette société de consommation très 20e siècle est en train de buter sur la finitude du monde. Et donc, nous sommes entrés dans une hausse structurelle du prix, des prix. La plus belle preuve étant quand même l'essence. On demande à Total, on demande à Shell de sortir des énergies fossiles, ce qu'ils font. Shell, on leur demande, ils ont même été condamnés, Shell, parce qu'ils ne sortaient pas assez vite du pétrole. Si on produit moins de pétrole, ce qui est rare et cher, qu'on ne s'étonne pas ensuite qu'à la pompe, le prix de ce pétrole, de l'essence, augmente. Voilà. Et donc ça, c'est ce qui pousse l'idée d'une hausse structurelle de l'inflation. C'est un peu ce que dit Michel-Édouard Leclerc quand il dit les économistes se trompent. Moi, je le vois, tout augmente et ça va être durable. Du prix des pâtes, parce que le pâte, c'est le blé dur et parce que les récoltes de blé dur sont structurellement moins fortes et puis parce que tout le monde veut les mêmes récoltes. Nous sommes entrés dans une ère structurelle du retour de l'inflation, ce qui serait
un sacré tournant, parce que l'inflation a disparu. Moi, quand j'avais dans les années 80, on se souvient, il y avait une inflation à 2 chiffres. Depuis les années 80, donc depuis 40 ans, l'inflation n'a fait que baisser et elle a disparu. À tel point que dans certains pays, comme le Japon, on s'inquiétait d'une inflation négative. Alors l'inflation négative, c'est terrible parce que, c'est une petite aparté, mais quand les prix baissent, que fait-on? Si je veux acheter on le voit très bien dans l'informatique, si je veux acheter un ordinateur 1000 euros, mais si je sais que j'attends le mois prochain, il va baisser à 950, qu'est-ce que je fais? Je reporte mon achat. Oui, je ne l'achète pas, je vais attendre le mois. Et de proche en proche, quand les prix baissent, on n'achète plus rien. Et donc, la demande s'effondre et donc c'est l'économie qui ne marche pas. Mais on n'est plus du tout dans cette hypothèse ce qu'on appelait d'une zéro inflation. La question est, les prix repartent. Alors, on voit beaucoup en Allemagne, 3% en Allemagne, 4% aux États-Unis. Est-ce que c'est structurel ou est-ce que c'est conjoncturel? À mon avis, il y a pas mal de structurel. Ah, voilà, c'est ce que j'allais dire. Tu n'es pas économiste, mais tu as forcément d'avis là-dessus. Ouais. Donc, toi, tu penches pour... Finalement, c'est peut-être un peu des deux, c'est-à-dire c'est du structurel qui a été... Est-ce qu'on peut dire ça? Du structurel qui a été favorisé ou accéléré, qui arrive à ce moment-là aussi de manière un petit peu conjoncturelle, mais qui ne va pas partir. Est-ce que ce que je dis, c'est n'importe quoi? Mais non, mais c'est exactement ça. Voilà, ok. C'est exactement ça. Quand on a tous dit le monde d'après, c'est plus possible d'avoir des masques ou des vêtements textiles qui nous arrivent à 2 € dans les grandes chaînes à la mode là, de vêtements, les Primark, etc. On voit très bien qu'on est à la fin de ces prix bas. D'abord parce qu'au Bangladesh ou d'ailleurs en Chine, on n'accepte plus de travailler pour des salaires de misère pour fournir aux Européens des t-shirts à 1 €. Et puis la contrainte écologique fait qu'on sait très bien que cette mode du jetable, du pas cher, elle n'est pas durable. Et donc oui, on peut penser qu'on est à un moment de la mondialisation où on a touché, comment dire, on atteint les limites de cette économie du toujours moins cher, toujours plus jetable, toujours plus consommable et toujours plus loin pour trouver des choses pas chères. Donc oui, je pense que c'est un peu la fin. Sûrement la fin de la baisse des prix, mais effectivement, on peut s'interroger si on parle beaucoup de relocalisation. C'est sûr que si le t-shirt on le fait fabriquer, ou les chaussures, on les fait fabriquer dans la Drôme, parce que moi, je n'ai pas dit que j'étais à Valence. Avant, les chaussures étaient fabriquées à Saint-Romain, voilà, à Romans. Oh là, le nom m'échappe. Vous voyez, on a même oublié où étaient fabriquées les chaussures en France. Si elles sont relocalisées en France, elles seront plus chères. Alors, avant j'aimerais creuser cette histoire d'inflation, mais remettons... Là, on va faire le petit cours d'économie. C'est quoi? Comment on calcule l'inflation? C'est quoi l'inflation? Comment on calcule l'inflation? Qu'est-ce qui est intégré? Qu'est-ce qui nous permet de calculer cet indicateur? Alors, ça, c'est une vaste question. Parce que, tu sais, mince alors. Moi, je pensais que ça allait être un truc simple, rapide. Ah non. Alors, tu connais la phrase. On dit, il y a une théorie de l'inflation, mais il y a surtout une inflation des théories. D'accord. Bon, okay. Alors, l'inflation, c'est tout bêtement les prix qui augmentent. On passe de 100 à 101, donc l'inflation augmente de 1. Mais la question est, pourquoi est-ce que les prix augmentent? C'est là où il y a une inflation des théories. Alors, la grande dernière théorie, c'était l'école de Chicago, là. C'est de dire, pourquoi est-ce que les prix augmentent? C'est parce qu'il y a trop d'argent en circulation. Il y a trop de monnaie en circulation. Et là, c'est l'image du Monopoly. Je ne sais pas si tu joues au Monopoly. Tu as joué au Monopoly? Je jouais au Monopoly. Voilà, tu as joué au Monopoly. En francs encore à l'époque. Mon Monopoly est en francs. Bon, tu te souviens au moment des échanges, on récoltait pas mal d'argent. Bon, imagine, tu joues au Monopoly. Et puis tout d'un coup, on double pour les 4 joueurs. On leur dit, tiens, tu as 20 000 francs, je te donne 40 000 francs. Si tous les joueurs, on double l'argent qu'ils ont, on double le nombre de billets en circulation, au moment des échanges, la rue de la Paix, au lieu de la payer 20 000 francs, comme on lui a donné beaucoup plus, il acceptera de la payer 30 000 francs. Donc, tu vois bien que plus il y a de billets en circulation, plus le prix des choses vont augmenter. Si dans un marché, tu vas à un marché aux puces, à chacun qui rentre dans ce marché, tu lui donnes 200 € en plus, tu lui donnes 200 € à chaque acheteur, tu vas voir que sur le marché aux puces, les gens vont dire « Ah tiens, on m'a donné 200 €, j'accepte de payer plus cher le prix des objets. » Alors, je m'interromps là, parce que du coup, l'idée qui me vient au moment où tu es en train de le dire, c'est est-ce que l'effet conjoncturel de la crise où les Français avaient de l'argent dormant massivement sur leur compte épargne, est-ce que le fait que
peut-être la crise aidant, ils se mettent à l'utiliser soit par nécessité, soit en se disant « Oh là là, mais en fait… parce que pour beaucoup, le Covid a été aussi un réveil des consciences de à quoi sert ma vie, qu'est-ce que je suis en train de faire de ma vie, est-ce que je vivrais pas quelque chose qui a un peu plus de sens, et du coup, qu'est-ce que je vais faire de cet argent que j'ai laissé dormir jusqu'à présent ?» Déjà, je ne sais pas s'il y a des chiffres qui étayent ce que je suis en train de dire. Est-ce que les Français ont pioché dans leur épargne ou pas? Et est-ce qu'il y aurait pu avoir un effet sur l'argent, cet argent qui dormait et qui a été mis en circulation et qui aurait pu être un facteur, du coup, de la hausse des prix? Alors, c'est parfait, Delphine, parce que tu fais une excellente transition avec précisément ce que je voulais dire. Pendant le Covid, tu sais qu'on est resté chez soi, tout était fermé, mais l'État a assuré notre train de vie. Je te rappelle que l'économie a chuté de 8%. Tout à fait. Mais le pouvoir d'achat des Français en moyenne a augmenté de 0,4. Mais comme on ne pouvait pas dépenser… Stop, Axel. Tu viens de dire… Oh là là, je sais pas. En fait, je me dis, est-ce qu'on en parle maintenant ou est-ce qu'on en parle après? On en reparlera après, mais tu viens de dire un truc, forcément, les auditeurs vont se dire « What ? Le pouvoir d'achat a augmenté pendant le Covid ?» Oui, et moi aussi, je l'ai lu, et moi aussi, ça m'a étonné. On va en reparler juste après. Pardon, je t'ai coupé. Alors, j'ai dit en moyenne. Le pouvoir d'achat a augmenté en moyenne. Et tu as raison. Il y a des tas de gens qui n'avaient… Tu sais, tous ces gens qui vont au restaurant, souvent, ils n'ont pas de difficulté de fin de mois. Tous ces gens-là, ils n'ont pas pu aller au restaurant. Et donc, il y a eu… du coup, l'argent est tombé, il a continué de tomber, et il y a eu un surplus d'épargne qui a été chiffré par la Banque de France à 150, près de 200 milliards d'euros. Et donc, ce surplus d'épargne, il est allé sur les livrets A, voilà. Et donc, pour revenir à ton idée, ce surplus d'épargne, tu es en train de me dire, est-ce qu'il n'a pas relancé la consommation? Pas tant que ça. Il a maintenu la consommation. Mais surtout, je vais te dire, quand les gens ont énormément d'épargne, ils ne vont pas aller 3 fois au restaurant dans la semaine pour liquider. Donc, ce surplus d'épargne, où est-ce qu'il est allé? Eh bien, il est allé dans l'immobilier. Et c'est pour ça que, malgré tout ce qu'on avait dit, on a dit, avec le Covid, vous allez voir, ça va faire chuter les prix de l'immobilier. Pas du tout. Parce que ce surplus d'épargne, les gens se sont dit, tiens, je vais m'acheter un petit appartement ou je vais accepter de le payer plus cher. Puisque, au fond, on m'a donné de l'argent que je ne pouvais pas dépasser. Tiens, j'ai 5 000 euros de plus. Je vais accepter de payer plus cher. Il est allé dans la bourse. Parce qu'au niveau mondial, on a fait ça. Et c'est pour ça que la bourse de Paris, en ce moment, vient de battre son record. Alors qu'on est quand même en période post-Covid. On a quand même une économie encore en convalescence. Comment expliquer que la bourse vienne de battre son record vieux de 21 ans, alors qu'on a une économie convalescente? Eh bien, c'est parce qu'il y a un surplus d'épargne qui s'est placé, ce qu'on appelle l'inflation des actifs, qui s'est placé dans les deux grands actifs que sont l'immobilier, que les Français adorent, et la bourse, qui est l'autre moyen d'épargner. Tu sais, on en fait tous un peu sans le savoir de la bourse. Quand on met 2-3 000 euros sur son assurance vie, le banquier va dire je vous encourage vivement, Madame Pinon, à le mettre en dynamique, là. On appelle ça en unité de compte. En fait, unité de compte, c'est le mot élégant, ou c'est le cash-chèque pour dire la bourse. Donc, en fait, cette assurance vie qu'on place en unité de compte, il termine sur les marchés financiers en actions Danone ou je ne sais quoi, et c'est ce qui fait que la Bourse de Paris vient de pulvériser son record de 2001. Et pour en revenir à la définition et au calcul de l'inflation, j'ai un auditeur j'ai demandé aux auditeurs de m'envoyer des questions et il y en a un qui a attiré mon attention là-dessus, sur le calcul de l'inflation, et il me disait, là aussi, il y a débat. De toute façon, sur tous les indicateurs, tu vas me dire, il y a toujours débat sur tous les indicateurs économiques. On débat sur le débat. Sur le fait qu'effectivement, l'immobilier n'est pas pris en compte dans le calcul de l'inflation, ce qui pourrait avoir un effet… L'immobilier, mais si je ne me trompe pas, tu me dis les loyers non plus, et donc ça aurait tendance à minimiser les effets de la hausse des prix. Tu as tout à fait raison, et ça c'est, moi je trouve, la grande faille. On n'arrête pas de dire « mais les prix n'augmentent pas, de quoi vous plaignez-vous » Pourtant, les Français, ils voient bien que les jeunes, quand ils veulent acheter un appartement, on le sait, dans les grandes villes, les prix en 20 ans, ont doublé, voire à Lyon et à Bordeaux, ils ont triplé les prix dans l'immobilier, ce qui veut dire que les loyers ont suivi. Et donc, les jeunes disent « mais si, mais moi, je ne m'en sors pas ». Alors que, moi, quand je suis arrivé à Paris, dans les années 90, je pouvais me loger, je gagnais le SMIC. J'arrivais à me loger dans le 8e arrondissement. Et aujourd'hui, je mets au défi un jeune payé au SMIC, je gagnais un peu plus que le SMIC, de se loger dans le 8e arrondissement. Donc, qu'on ne dise pas,
Mais non, il n'y a pas eu l'inflation n'a pas augmenté et donc ne vous plaignez pas. Bah si, l'inflation a augmenté, ne serait-ce que pour payer, pour se loger. Et le logement, hein, c'est quoi? C'est 20% du budget des ménages. Alors tu as raison, et c'est, je vais dire le scandale entre guillemets, mais c'est pas un scandale, ça va s'expliquer. L'immobilier, la hausse de l'immobilier n'est pas tenue n'entre pas en compte dans le calcul de l'inflation, ou pour très peu, pour à peine 6%. En fait, on met juste les loyers. Alors pourquoi pourquoi est-ce que l'INSEE ne tient pas compte de l'immobilier? Eh bien parce qu'elle dit l'achat immobilier. C'est quoi l'inflation? Je rappelle, hein, c'est l'indice des prix à la consommation. Or, quand on fait un achat immobilier, eh ben c'est pas de la consommation, c'est de l'investissement. C'est de l'investissement, voilà. Et donc, bah non, voilà, quand vous achetez un appartement, vous les avez gardés toute votre vie. C'est pas, vous faites pas un acte de, vous consommez pas comme on consomme une miche de pain. C'est un truc que vous avez, c'est un patrimoine que vous avez gardé toute votre vie. Donc on ne l'intègre pas dans l'indice des prix à la consommation, ou on l'intègre très peu, uniquement sous la dimension loyer, ce qui fait que l'immobilier n'entre en compte qu'à hauteur de 6% dans l'indice des prix à la consommation, hein, juste la dimension loyer, alors que dans la vie des Français, eh bien, se loger, c'est bien plus que l'effort demandé, c'est bien plus que 6%. La preuve, c'est que les banques, l'État a dû intervenir pour dire aux banques, attention, quand vous prêtez de l'argent aux jeunes, quand ils font un achat immobilier, veillez à ce que les remboursements d'emprunt n'excèdent pas 33% de leurs revenus. C'est bien la preuve que ce 6% est en décalage total avec la réalité du terrain, qui fait que quand un jeune achète un appartement et qu'il doit le rembourser, il va affecter un tiers de ses revenus, bien souvent, au remboursement immobilier. Donc oui, le calcul de l'inflation est imparfait, il ne tient pas suffisamment compte de la hausse des prix de l'immobilier qui grève durement et qui est une cause profonde de la paupérisation, notamment des jeunes qui n'ont pas pu acheter il y a 20 ou 30 ans, bah, pour cause parce c'était les enfants. C'est pour ça que c'est intéressant finalement de s'intéresser à l'économie, de s'intéresser à ce que veulent dire ces notions, ces indicateurs, parce que on a de fait une meilleure lecture de ce qu'on nous donne, ce qu'on nous dit à la télé, parce qu'on a une meilleure lecture de « Non, non, je vous assure », surtout en période électorale avec tous les discours qu'on entend, « Non, non, mais l'inflation n'est pas si énorme que ça, nanani, nanana », et comme ça nous permet aussi d'avoir voilà, de mesurer ce qu'on peut entendre, de le pondérer et finalement de se faire sa propre opinion en se disant oui, mais je me rappelle avoir entendu dans le podcast de Delphine que en fait, il y avait Axel, il a dit qu'il y avait un autre biais, hein, il y a un autre biais pour l'inflation, une façon de le calculer qui est un peu pervers. Par exemple, tu achètes un iPhone, ou tu as un téléphone portable ou une voiture. Tu vas l'acheter, je sais pas, une voiture 20 000 euros et elle va passer à 22 000. Donc tu vas l'acheter, donc ça va augmenter 2 000 euros de plus. Bah pas du tout, parce que l'INSEE va dire ah oui, mais la voiture dernière génération, elle est drôlement plus équipée et parce que dedans il y a, je sais pas, il y a des ABS, il y a des tas de choses qu'il n'y avait pas dans la génération précédente. Donc on va dire bah en fait c'est pas l'inflation parce que comme elle est bien mieux équipée, en fait elle vaut le même prix. Parce que vous achetez un produit mieux. L'avancée technologique. Donc donc l'inflation est corrigée du progrès technologique. C'est pour ça qu'on dépense plus pour des choses mieux, mais si les revenus ne suivent pas, si le salaire ne suit pas, eh ben en fait, ça correspond bien à une paupérisation des ménages. Ultra intéressant cette notion, parce que j'avais pas conscience, je pense que peu de gens avaient conscience que c'était corrigé, comme tu dis, c'est corrigé du progrès technologique. Voilà. Donc c'est pour ça que l'inflation, tout est fait pour minimiser. Parce que c'est vrai que bien souvent on dit ah mais le pain augmente bien plus qu'on ne le croit. En fait ça c'est faux. Ça c'est vrai que si on dit ça on a tort. Si tu regardes une courbe du prix de la baguette, d'abord on a oublié au passage à l'euro, la baguette elle valait 4 francs. Hein, donc bon elle est passée de 4 francs à 6 francs, ce qui fait qu'en 20 ans elle a augmenté quoi? Donc de 50%. Mais en fait elle a augmenté bien plus. On l'a oublié hein, dans les années 80-90, moi je me souviens quand j'étais enfant, on parlait de la baguette à 1 franc, ce qui veut dire que là c'était 300% de hausse. Donc quand on passe de 1 à 4, c'est 300% de hausse, alors que quand on passe de 4 à 6, c'est 50% de hausse. Donc curieusement, on se focalise là sur ce prix de la baguette, qui est un indicateur qui justement tend à prouver que non, là il n'y a pas eu beaucoup d'inflation. Idem d'ailleurs pour l'essence, hein, si tu regardes.
même il fallait 1 heure de SMIC pour faire 100 km. Je dis n'importe quoi, hein. Mais le pouvoir d'achat sur l'essence n'a pas diminué. C'est-à-dire que dans les années 80, un smicard, c'était le même budget qu'il mettait dans son essence qu'aujourd'hui. C'était même plutôt plus. Moi, les prix que je vois à la pompe en ce moment, pourtant j'ai que 34 ans, mais je les ai déjà vus quand j'étais petite. Voilà, exactement. Pas sur le diesel. Pas sur le diesel. diesel, voilà. Mais sur l'essence, les prix ont déjà été à ce niveau-là quand j'étais petite. Mais encore une fois, c'est un contexte. Le reste n'était pas à ce niveau-là, les loyers, etc. Et quand on devenait propriétaire dans les années 80, on était quasiment sûr. Le marché était tellement haussier sur l'immobilier que là, de fait, on faisait toujours un investissement. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui dans l'immobilier. Quand on achète, on est, et ça fait déjà 10 ou 15 ans de ça, on n'est pas sûr de faire une plus-value sur son bien, le marché étant déjà tellement à la hausse, alors que quand on achetait dans les années 80, les hausses, c'était incroyable. On revendait 10, 15, 20 ans après, et les hausses, c'était incroyable. Alors que quand on a acheté dans les années 2005 et qu'on revend aujourd'hui, c'est moins sûr. Oui, mais tout ça aussi, ça nourrit le ressentiment de bon nombre de Français, parce qu'on parle souvent de la hausse de l'immobilier, mais en fait, elle est très inégale, cette hausse de l'immobilier. Elle concerne les grandes villes. Et souvent, dans les grandes villes, ceux qui sont propriétaires sont souvent les Français les plus aisés. En revanche, la France, comme on l'a dit, des gilets jaunes, hein, celle qui vit dans les territoires ruraux, celle qui vit dans les villes moyennes, bah là, l'immobilier n'augmente absolument plus. Et donc, on comprend le ressentiment de toute une partie de Français qui entendent parler « Ah, les prix doublent à Paris, triplent à Paris peut-être », mais moi, dans ma ville moyenne, ma maison, mon pavillon, là, non seulement il n'augmente pas, mais en plus, on me dit qu'il est mal isolé, c'est un modèle dépassé, pour reprendre l'expression d'Emmanuel Vargon, hein, le modèle de la maison individuelle est dépassé. Et donc, il y a un ressentiment du fait que, moi, me concernant, mon immobilier n'a pas augmenté, et pourtant, j'entends à la radio, à la télé que l'immobilier a augmenté. Puis, il y a autre chose que tu as effleuré tout à l'heure, en parlant de pourquoi est-ce que l'inflation n'augmente pas, et pourquoi on a le sentiment que la vie est de plus en plus chère. Parce que se sont grevés des tas de nouveaux besoins qui n'existaient pas il y a 10, 20 ou 30 ans. Maintenant, on est obligé d'avoir un téléphone portable. Il faut en offrir à ses enfants. Une connexion Internet. Ouais. Moi, quand j'étais petit, les matchs de foot, on les regardait gratuitement sur Antenne 2 ou FR3. Maintenant, il faut prendre des abonnements sur des chaînes payantes pour regarder les matchs de foot. On va aussi dire que tout ce qui est assurance a énormément augmenté. Et donc, il y a toutes ce qu'on appelle les dépenses contraintes qui peuvent représenter, pour les ménages les plus modestes, hein, parce que avoir un téléphone portable, on est bien obligé, qui peuvent représenter jusqu'à 30 ou 40%. Donc, cette évolution sociétale, avec ces nouveaux besoins, fait que oui, pour beaucoup, tenir un budget du ménage, bah, c'est de plus en plus compliqué. L'équation est de plus en plus compliquée. Et le reste à vivre, c'est la fameuse expression de Laurent Berger, le reste à vivre, et ça, c'est pas qu'une impression. Une fois qu'on a tout payé, là, eh ben, il reste plus grand-chose pour le reste à vivre. De l'inflation au pouvoir d'achat, il n'y a qu'un pas. Comment est-ce qu'on calcule le pouvoir d'achat ? Alors ça, c'est très simple, le pouvoir d'achat. Donc, ton salaire augmente de 2%. Donc, tu passes de 100 à 102. Mais l'inflation augmente de 0,5%. Donc, les prix passent de 100 à 105,5. Et donc, mon pouvoir d'achat a augmenté 102, moi, 100,5. Il a augmenté de 1,5%. Voilà. À fiscalité constante, hein, parce que peut y avoir aussi une inflation des taxes et impôts. Mais je dis à fiscalité constante. C'est la hausse des salaires soustraite à la hausse des prix. Voilà. C'est aussi simple que ça. Mais le pouvoir d'achat, c'est aussi il est aussi psychologique. Moi, j'ai l'impression qu'il est que psychologique. Ouais. Dans une société qui est devenue très consumériste, c'est Jérôme Fourquet qui disait il y a 40 ou 50 ans, le dimanche, on allait à la messe. Maintenant, le dimanche matin, on va chez Ikea. On va au centre commercial. Et donc, dans une société qui est devenue très consumériste, ce que nous sommes tous devenus, ne pas pouvoir, par exemple, faire comme on l'entend là partout, s'offrir une semaine de vacances, ne pas pouvoir partir en vacances, une semaine dans un club, village, je sais pas où. Eh ben, c'est la fameuse expression, hein, si t'as pas une semaine de vacances à 50 ans, t'as raté ta vie. Et donc, ne pas avoir accès à ce qui est considéré comme le modèle sociétal, c'est durement ressenti dans une société qui est devenue très consumériste. Autrefois, on allait à la messe, le portefeuille, on le sortait juste pour donner la quête, mais c'était pas le centre, c'était pas les mêmes désirs qu'aujourd'hui, qui font que la question du pouvoir d'achat
est devenu un sujet de crispation. Et d'ailleurs, c'est bien pour ça qu'on en parle autant. Et j'ai l'impression que sur ce sujet, il y a pas de vérité parce qu'on peut te ressortir. Donc tout à l'heure, tu nous disais 0,4 que le pouvoir d'achat avait augmenté. Oui. Et j'ai même entendu, j'ai regardé plusieurs épisodes de C'est dans l'air. Effectivement, il disait le pouvoir d'achat a plus augmenté sous Macron qu'il n'a augmenté sous Hollande ou sous Sarkozy, bizarrement. Et Oui, c'est incroyable. Et en fait, le ressenti est pas souvent calqué sur l'indicateur. On a beau nous dire, le chiffre, il est là, regarde, il est sous tes yeux. Moi, ma vie, elle me dit pas ça. Donc déjà, c'est un ressenti, mais aussi parce que ça dépend de la structure de la famille, de ce que nous, on consomme. J'entendais une de tes intervenantes dans C'est dans l'air qui disait, en fait, si on est fumeur, là, ça a beaucoup augmenté. Et c'est pareil, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Si le blé, si on mange beaucoup de pâtes, on peut avoir l'impression d'eux. Si on prend sa voiture tous les jours, on a l'impression d'eux. Alors que si on est citadin, qu'on n'a pas de véhicule, on est dans des métiers en plus du digital qui sont relativement porteurs, on n'est pas propriétaire. Donc, on subit une hausse des loyers, mais en termes de taxes foncières, on est plutôt épargné et on est bien isolé, etc. On va moins le sentir passer, quoi. On va moins sentir les effets de la hausse des prix et de fait, on peut être à peu près raccord avec ce fameux chiffre d'augmentation du pouvoir d'achat. Donc, c'est vrai, ça dépend vraiment de qui on est, de comment on vit, de où on vit. De la nature de notre logement, de combien on a d'enfants. Et ça crée l'appréciation finale de ce qu'est l'augmentation de notre pouvoir d'achat. Et on est encore dans cette fracture entre, comme tu disais, la France des Gilets jaunes et peut-être une France plus urbaine, avec des métiers plus du tertiaire, qui, elle, se portent mieux. Exactement, tu as tout à fait raison. La structure des dépenses n'est pas du tout la même suivant sa, j'allais dire, sa CSP. C'est-à-dire que les urbains qui sont plutôt mieux payés. Classe socio-professionnelle. Voilà, ils n'ont pas de dépenses. Catégorie socio-professionnelle. Catégorie socio-professionnelle. Ils n'ont pas du tout de dépenses de voiture. Voilà, ils n'utilisent pas leur voiture la semaine. Alors que quand tu es dans, comme on le disait, la France des Gilets jaunes, tu dois prendre ta voiture matin et soir pour amener les enfants à l'école, pour aller travailler, etc. Là, d'abord, tu as un budget plus serré parce qu'il y a eu beaucoup de désindustrialisation, donc les jobs sont moins top qu'auparavant, et tu as ces dépenses d'essence qui te sautent au visage, te sautent dans le réservoir, mais c'est documenté ça. Les dépenses d'énergie, c'est 3% du budget des Français en moyenne, mais chez les classes, le premier décile, les 10% des Français les plus modestes, là ça monte à 10%. C'est 3 fois plus, c'est 10% du budget. Donc c'est pour ça d'ailleurs que dardard, le gouvernement a fait ce chèque énergie, parce que cette hausse des prix, elle frappe inégalement les Français selon qu'ils appartiennent à telle ou telle classe sociale. C'était d'ailleurs, on se souvient de l'arrogance un petit peu de Benjamin Griveaux qui avait dénoncé, je ne sais pas si tu te souviens, qui avait parlé de la France qui fume et qui roule en diesel. Et voilà, cette France-là, elle s'en prend plein les dents parce que le paquet de cigarettes a énormément augmenté et le diesel, comme tu l'as dit, a énormément augmenté. C'est d'où ça avait alimenté l'image d'un Emmanuel Macron dans son château déconnecté, puisqu'il en était via Benjamin Griveaux au point de mépriser la France qui clope. Il disait la France qui clope et qui roule au diesel. Bon. Voilà. Moi, mon dernier souvenir de Benjamin Griveaux, c'est un autre souvenir. Mais ça ne nous regarde pas, comme on dit. Exactement. Voilà. Exactement. Mais il y a d'autres sur le ressentiment du pouvoir d'achat, qui est une fois de plus, parce que tout à l'heure tu disais, ça dépend de la composition des ménages. Tu as tout à fait raison, il y a autre chose le pouvoir d'achat, c'est pas que la hausse des prix. Et tu as tout à fait raison, c'est la composition des ménages. On sait qu'aujourd'hui, par rapport à il y a 50 ans, il y a beaucoup plus de familles monoparentales, de femmes qui élèvent seules leurs enfants. Quand on élève seul son enfant, c'est bien plus difficile financièrement de s'y retrouver qu'il y a 30 ou 40 ans où on divorçait moins. Donc oui, là, il y a aussi la question du pouvoir d'achat qui vient comme un hypercute dans votre portefeuille. Donc tout ça pour dire que tu as raison, le pouvoir d'achat, c'est pas que la hausse des prix moins le salaire, la hausse de l'inflation, la hausse des salaires moins les prix, c'est aussi nos dépenses, la façon dont on vit, où on vit. Tout ça, ça vient percuter le pouvoir d'achat.
Tu m'offres une magnifique transition sur la hausse des salaires. Alors, quand il y a hausse des prix, évidemment, un correctif naturel pour contrer l'inflation, c'est la hausse des salaires, la hausse des revenus. Est-ce qu'il y a un mécanisme naturel, économique, qui n'est pas un mécanisme de contrainte qui ferait que peut-être les salaires allaient augmenter? Alors, autrefois, les salaires étaient indexés sur l'inflation. Et c'est encore le cas. J'ai un auditeur qui m'a dit que c'était encore le cas dans certains pays, notamment au Luxembourg. Oui, alors voilà, ça aussi. Il paraît en Belgique aussi. Mais je ne l'ai pas vérifié, ça. Là, tu me poses un peu une colle, mais c'est vrai que je suis comme toi. Pour dans la fonction publique, je crois, je ne sais pas très bien. Ça me paraît incroyable parce que moi, je me mets à la place du patron. Hein. Il a un marché. Bon, lui, il vend ses produits. S'il les vend pas plus cher, bah, il peut pas payer plus de salaire. C'est bon. Donc, la question est pourquoi est-ce que la hausse des prix va engendrer une hausse des salaires? Ce qui est sûr, c'est que si les prix continuent d'augmenter, les salariés vont exiger des hausses de salaire. Et on le voit aux États-Unis. Il y a ce qu'on appelle le October Strike. Tu sais qu'aux États-Unis, ce qui est rare, hein, il y a eu près de 100 000 salariés qui se sont mis en grève pour réclamer des hausses de salaire parce qu'ils disent ne plus s'en sortir avec la hausse des prix. Je me rappelle qu'aux États-Unis, elle est un peu supérieure, hein, les 3 à 4%. On a vu en France aussi des revendications salariales et puis surtout le secteur qui est frappé de plein fouet et qui est obligé d'augmenter les salaires, c'est la restauration. Hein, les patrons de bars et de restaurants ne trouvent plus de serveurs et donc je crois c'est déjà le cas avant la crise. Mais là, secteur que je connais bien et la main-d'œuvre est difficile à trouver dans le secteur de la restauration. Ouais. Donc là, le syndicat des patrons s'était mis d'accord, je crois, pour augmenter de l'UMI, avait parlé d'augmenter de 10% les salaires. Alors c'est une directive, mais même Geoffroy Roux de Bézieux avait dit il faudra augmenter les salaires. Alors il avait ajouté il faut pas se leurrer. Hein. Si on augmente le salaire du serveur de 10%, bah, ça risque de se retrouver sur votre steak frites. Et donc là, on entre dans ce qui s'était passé dans les années 70. Hein. C'est la spirale inflation, hausse de salaire, hausse de prix, hausse de salaire, hausse de prix. C'est les fameux accords de Grenelle hein, de 68, où le gouvernement avait d'un coup de baguette magique augmenté les salaires de 10 à 15%. Bah, que s'était-il passé le mois suivant? Donc les syndicats étaient contents, mais le mois suivant, bah, les prix avaient augmenté de 10 à 15%. Et donc, l'opération avait été blanche au final pour les salariés. Parce que, voilà. Mais il n'empêche, effectivement, tu as raison, si les prix augmentent, tôt ou tard, il y aura des revendications salariales pour que les salaires augmentent. Mais la sous-question, je ne sais pas si vous voulez la poser, c'est est-ce que les entreprises le peuvent? Et ça, c'est quand même le grand questionnement du moment. C'est pourquoi est-ce que, apparemment, elles ne peuvent pas, puisque c'est le gouvernement qui a fait un chèque énergie. Pourquoi est-ce que les entreprises n'arrivent pas à mieux payer leurs salariés pour leur garantir, comme c'était le cas autrefois, quoi, quand l'inflation augmentait, c'était pas l'État, c'était pas Giscard qui faisait un chèque énergie, c'était les entreprises. Pourquoi est-ce que les entreprises n'arrivent plus à suivre, n'arrivent plus à contenter leurs salariés et disent mais nous on n'y arrivera pas? Et ben ça c'est le grand questionnement de la structure du monde du travail en France. On s'aperçoit qu'on a perdu un petit peu tous ces jobs à haute valeur ajoutée qui permettaient de bien payer les salariés. Alors là, on en arrive c'est une tarte à la crème, hein. Mais en Allemagne, ils ont gardé leur industrie. Ils ont gardé l'automobile, les Allemands produisent toujours plus de 5 millions, alors que le coût de la vie de la main-d'œuvre est plus élevé. Hein. Ils produisent toujours plus de 5 millions de voitures en Allemagne, hein, les Allemands, là où nous, notre production automobile a été quasiment divisée par 2 en 20 ans. Bah voilà. On paye là la désindustrialisation, on s'aperçoit qu'on a fermé nos usines et qu'aujourd'hui, l'ancien contremaître qui fait fabriquer des boulons, qui fabriquait des automobiles qu'on vendait ensuite à l'exportation, bah, son usine a fermé et il était contremaître dans une usine, il se retrouve aujourd'hui préparateur de commandes dans un entrepôt, il se retrouve aujourd'hui serveur au McDo. Bah, ça, ce sont des boulots à faible valeur ajoutée et où la hausse des salaires n'est plus possible. Parce que y a une petite valeur ajoutée qui fait qu'on ne peut pas payer ou bien le truc ferme où on va mettre un automate à votre place. Hein.
C'est fameux. C'est aussi la problématique du marché du pas cher, c'est que plus les salaires sont bas, plus le marché du low cost, du bas de gamme se développe. Avec moi, ce que j'appelle tous ces produits les chinoiseries qui nous arrivent dans les rayons. Et en fait, le problème, c'est que pour vendre du pas cher, les contraintes imposées aux main-d'œuvre, sur toute la chaîne de production, sont telles que les hausses de salaire sont quasiment impossibles, en fait. C'est-à-dire, pour que ce marché-là du pas cher existe, il n'est pas possible d'augmenter les salaires. Donc, encore une fois, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. On veut du pas cher et on est OK de travailler pour du pas cher, mais on veut augmenter le salaire. C'est compliqué. Mais c'est pour ça qu'il faut pas, en France, si on veut être bien payé ou qu'on aspire à avoir un niveau de vie supérieur aux autres pays, il faut pas faire du pas cher. Regarde, quand Renault a voulu faire du pas cher avec Dacia, où est-ce qu'il l'a fait fabriquer? En Roumanie et au Maroc. Quand les Allemands, eux, ont dit, bah nous, on va faire le contraire du pas cher, nous, on va faire du haut de gamme. On va faire des SUV très chers, hein, des Porsche et des Audi. Bah, ça, on peut le fabriquer en Allemagne, en Bavière. Donc, il faut absolument se spécialiser dans le haut de gamme. Mais il y a des exemples. Hein. On y est très bien arrivé dans la viticulture, par exemple. Le vin français, c'est le vin le plus cher du monde. Eh ben, il cartonne. Et je peux te dire que dans Bourgogne, parce que j'ai habité Dijon, les Bourguignons vivent très bien de leurs grands vins qu'ils vendent dans le monde entier. J'ai habité Toulouse aussi. Ben, je peux te dire que les Toulousains vivent très bien de leurs avions qui vendent 300 millions d'euros pièce, ou c'était la 380 dans le monde entier. Donc c'est sûr que il faut, si on aspire à bien vivre, il faut se spécialiser sur le haut de gamme pour pouvoir vendre très cher tes produits. Et tu sais, quand tu es sur le haut de gamme, tu as un produit différenciant, c'est toi qui fixes le prix. C'est pas le marché. Tu dis, bah non, mais moi je suis désolé, hein, mon Romanée Conti, c'est le grand vin de Bourgogne, c'est tant. Sinon, vous avez du vin espagnol, pas cher, où là, tu es obligé de casser les prix pour l'écouler. Et ça, c'est un choix politique, en fait. Ça me fait penser, quand j'étais à l'école, on nous parlait toujours du modèle nordique, ou notamment, alors, je crois que c'est les Norvégiens ou les Finlandais, bref, qui ont décidé ou les Luxembourgeois, pardon, qui ont décidé de faire une économie exclusivement tertiaire et de se spécialiser dans la finance, etc. Mais ça, c'est des choix politiques, de dire, OK, on va être le pays et on va arrêter de sauver des usines, on va injecter massivement de l'argent pour la reformation de ces gens-là dans d'autres domaines et pour la transformation de notre économie, plutôt que dans le maintien de certaines parties de l'économie. Mais non, ça c'est une erreur qu'on a fait au début des années 2000, quand on s'est dit on va basculer dans le tertiaire, et c'est là, tu sais, c'est Alcatel, on avait des usines, des labos partout en France, dans les télécoms, et Serge Churu, qui était le patron d'Alcatel, a dit en fait on va faire ça, on va faire du tertiaire. Il disait une fabless factory, une entreprise sans usine. Et donc, on a délégué toute la production qu'on considérait sale en Chine. Et on va faire plus que des laboratoires, du tertiaire, comme tu disais, en France. Mais ça marche pas. Parce qu'à un moment, quand tu veux fabriquer un téléphone, quand tu veux fabriquer un avion, il faut se coltiner à la chaîne de montage. C'est comme ça, il faut se coltiner au produit, au réel. C'est comme ça que tu améliores le produit et que tu restes maître de ta chaîne de production. Donc nous, au contraire, la manufacture, on s'aperçoit, c'est ce qu'ont fait les Allemands. Ils ont gardé leurs usines, ils ont gardé leur production, leur manufacture. La manufacture te permet d'améliorer le produit et d'avoir de l'excellence. Écoute, le plus bel exemple, et on l'a si tu regardes, tu sais, en France, on a que 3 domaines d'excellence qui nous permettent d'exporter dans le monde entier. J'en ai parlé. Voilà, c'est le troisième dont j'avais parlé. J'en ai parlé dans le vin, l'agroalimentaire, 10 milliards d'excédents. Pourquoi? C'est pas parce qu'on fait du vin pas cher qu'on le vend. C'est parce qu'on fait du vin très cher. Parce qu'on fait en tous les cas, le vin qui a tu sais, un Chinois très riche, il a envie d'une BMW, mais au mariage de sa fille, il a envie d'avoir du champagne Veuve Clicquot. Voilà. Il veut pas du pas cher. Donc la France, qu'a-t-elle à offrir dans le monde aujourd'hui? Elle a malheureusement que 3 produits, mais il faut en faire plus. Elle a donc tout ce qui est le vin, 10 milliards d'excédents. L'aéronautique, ça a été le premier excédent, et d'ailleurs, c'est un drame, là, ce qui s'est passé, en tous les cas, d'un point de vue industriel, pour la filière aéronautique. 20 milliards d'excédents avec Airbus, qui a tous les sous-traitants, en plus dans la région de Toulouse. Et le troisième, c'est le luxe.
je peux te dire que le carré Hermès ou les produits made in LVMH, ils sont pas chers. Et pourtant, ils sont hors de prix. Et pourtant, c'est ce qu'on vend le mieux. Donc, il faut fabriquer en France, monter en gamme et ne surtout pas aller dans ce que tu disais, dans l'économie du bas de gamme. Ça, c'est la catastrophe parce que là, tu es en compétition avec, et il y aura toujours moins cher que toi. Il y aura toujours un type qui sera d'accord pour le faire moins cher que toi. Et l'erreur qu'on a faite, je termine là-dessus, quand tu disais le tertiaire, l'erreur qu'on a faite, c'est qu'on pensait qu'on pouvait monter en gamme en se débarrassant des usines qui fument, en se débarrassant du produit, en se débarrassant de la factory, quoi, de la manufacture. Ben non. Toulouse, les avions, on les fabrique chez nous. On les fabrique en France. Et c'est en voyant un A330, c'est en voyant le moteur, en voyant le réacteur qu'on améliore le produit. Parce que sinon, tu sais ce qui s'est passé. On a délocalisé pas mal d'industries en Chine. Les Chinois, ils sont pas idiots. Hein. Ils ont vu comment ça se fabriquait. Et à la fin, ils ont fait le même produit. Ils l'ont même copié. Et va ensuite pleurer, c'était Schneider qui s'apercevait qu'ils avaient délocalisé une partie de sa production en Chine et ils se sont aperçus qu'ils étaient copiés. Alors ils voulaient poursuivre en justice, va trouver un tribunal en Chine pour dire ah oui c'est pas bien, les Chinois ont copié. Bah non. Donc il avait plus que ses yeux pour pleurer Schneider. Donc c'est pour ça qu'on s'est rendu compte qu'on a fait une énorme erreur. Tu sais c'est ce qu'on a dit hein, quand les Américains ont quitté l'Afghanistan. Parce que c'était l'objet d'un C dans l'air. On avait dit en 2001. Il y a eu 2 drames pour les États-Unis et les États-Unis n'en ont vu qu'un. Il y a eu les attentats du 11 septembre qui a déclenché l'Afghanistan dont les Américains viennent de sortir. Mais l'autre drame qu'ils n'ont pas vu venir, c'était l'entrée de la Chine dans l'OMC. C'est-à-dire que la Chine a pu, sans contrainte, sans droit de douane, vendre ses produits au monde entier. Et c'est ça qui a précipité le déclin industriel de l'Occident qui fait qu'aujourd'hui, on a eu des gilets jaunes en France et on a eu le vote Trump aux États-Unis. C'est que toute la plus-value manufacturière est partie en Chine. Les Chinois qui sont montés en gamme et qui envoient aujourd'hui des personnes, des astronautes ou des tachyonautes, on dit, je crois, sur la Lune et demain sur Mars. Parce que évidemment, quand on a la maîtrise du produit, on monte en gamme et ça revient en boomerang. On regarde l'histoire des TGV. Hein. On a cru qu'on aurait toujours un temps d'attente sur les TGV. Donc, on a collaboré, comme on dit, on a coopéré avec les Chinois. Ils ont fait leur TGV qui est la copie. Alors, en l'occurrence, c'est pas les Français qui sont coupables, là, c'est les Allemands. Les TGV chinois est la copie conforme du TGV allemand. Et maintenant, les TGV chinois, ils l'exportent dans le monde. Enfin, ils en ont une meilleure maîtrise que nous. Voilà. Mais alors, on partait des salaires. Et donc, tout ça pour dire que le problème des salaires qui n'augmentent pas en France, c'est parce qu'on a perdu cette montée en gamme, ces gains de compétitivité qui ont terriblement enrichi la France dans les 30 glorieuses et qu'on a fait bêtement le choix du sans-usine, on a fait bêtement le choix parfois du bas de gamme. Et ben ce choix, il appauvrit la classe moyenne, aussi bien en France qu'aux États-Unis. Donc aujourd'hui, si je comprends bien, les salaires sont plus ou moins une variable d'ajustement pour maîtriser l'inflation ou pour maîtriser en tout cas ses conséquences. On peut moins compter sur les hausses de salaire, donc sur les entreprises parce qu'elles sont beaucoup plus coincées qu'avant. Alors, c'est une généralité, évidemment, il y a encore plein d'entreprises qui ne sont pas trop coincées. Mais du coup, le seul mécanisme qu'on a de régulation Enfin, le seul, tu vas me dire, il existait déjà avant aussi, mais finalement, le seul mécanisme qu'on a de régulation de l'inflation, c'est le rôle qu'a la Banque centrale pour faire baisser les taux d'intérêt. Alors voilà, alors ce qui est clair en tous les cas, c'est que si les prix augmentent, j'en reviens à ma théorie On est toujours sous l'idée que quand les prix augmentent, il faut réduire un peu réduire la chaudière, tu sais, il faut réduire le nombre de billets en circulation. Tu sais, c'est ce que je dis sur le Monopoly, hein. Si les prix augmentent, c'est qu'il y a trop de billets en circulation. Donc on va réduire. Et pourquoi il y a trop de billets en circulation? C'est parce que beaucoup de gens s'endettent, parce que les taux sont à zéro. Je vais prendre un emprunt, puis je vais avoir plein d'argent. Mais c'est ce qu'on fait tous. Hein, moi, la première. Voilà. Je suis grave sur l'immobilier. Voilà. J'investis. Et tu profites des taux à zéro. Je suis au-delà des 33% et je suis encore en train d'essayer de monter un nouveau projet pour m'endetter. Voilà, et tu sais que même il y a des pays en Allemagne où avec les taux négatifs, ça marche pour les personnes physiques. Hein. C'est-à-dire que quand tu empruntes, non seulement on te fait rien payer, mais on te donne un petit bonus. D'ailleurs, on le voit souvent maintenant
C'est une offre de bienvenue, c'est bon, bref. Alors, pour arrêter ça, là, pour arrêter cette frénésie d'argent pas cher, il y a une solution, c'est de faire remonter les taux. Moi, quand j'ai commencé, les taux étaient à 6%. Et dans les années 80, les taux étaient à 10%. Là, tu réfléchis à 2 fois, parce que quand tu empruntes 100, il faut rendre 110. C'est plus la même limonade, hein. Donc, tu empruntes beaucoup moins. Voilà. Et donc, évidemment, si les prix augmentent, l'une des façons de calmer tout le monde, c'est de se dire, bon, alors attendez, on va calmer tout le monde. Là, il y a trop de demandes, hein. C'est pour ça que les prix augmentent. Donc, on va calmer la demande, on va pourrir la vie des gens, on va remonter les taux d'intérêt, tu vas voir, les gens vont moins emprunter et tout va se calmer. Et ce qui est sûr, c'est que la Banque Centrale Européenne le fera, hein. D'ailleurs, là, aux États-Unis, on commence à le dire, hein, la Fed, elle commence à dire, les prix augmentent, un jour ou l'autre, on sortira de cette politique d'argent gratuit là, que mène la Banque Centrale Européenne, qui a placé les taux à 0%. Le jour où les taux vont remonter, ça sera plus la même équation, hein. Ça sera plus la même équation. Je sais pas si tu. Alors tu n'es pas Madame Irma, mais ils vont remonter, hein. Moi, je vois ça arriver assez rapidement quand même. Courant de l'année 2022, pour moi, on va remonter à 2, puis 2,5, puis 3. Ouais. Et là, le choc, je pense, sera terrible pour l'immobilier. Moi, j'ai l'impression que c'est C'est difficile à dire, mais j'ai l'impression que c'est le moment de lever de la dette. Ouais. Que pour tous les gens qui peuvent le faire et qui ont cette capacité d'emprunt, oubliez ce qu'on entend sur les banques. Si vous n'êtes pas encore... C'est vrai que c'est plus compliqué quand on est déjà endetté à 33%, mais si vous n'êtes pas endetté à 33%, les vannes sont encore assez ouvertes quand même. Et moi, j'ai l'impression que c'est vraiment le beau moment pour lever de la dette. Bien sûr, c'est le moment pour lever de la dette. Mais le problème, c'est une fois que tu as levé cette dette, t'en fais quoi de cet argent? Tu as 3 choix, comme je l'ai dit. Ou tu le laisses sur ton compte livret A ou sur ton compte courant à 0%. Alors bon, ça sert à rien. Parce que, voilà. Non, mais quand je peux dire lever la dette, c'est pour... Alors, c'est pour acheter l'immobilier, eh oui. Ouais. Mais comme tu l'as dit, les prix sont tellement élevés dans l'immobilier que est-ce que tu prends pas un sacré pari sur l'avenir? Les banques ont énormément peur de ça. Voilà. Aujourd'hui, je suis en train d'essayer de me faire financer des investissements locatifs et je prépare un épisode vraiment que là-dessus. Leur crainte, c'est un retournement de marché massif qui fait qu'elles ont pris des garanties sur tous ces biens qu'elles ont financés à pas cher et qu'en fait, ces biens perdent tous 5, 10, 15, 20, 30% et qu'elles puissent plus en fait assumer le risque global s'il y a une défaillance du système. Écoute, tu sais, l'immobilier, la crise de 2008, c'était une crise de l'immobilier aux États-Unis, hein, qui avait trop augmenté et les gens ne pouvaient pas rembourser. Là, c'est vrai que ça fait 30 ans que l'immobilier monte, donc on se dit, on dit, l'immobilier, ça peut commenter, d'autant qu'il y a des tas de la pierre, c'est solide, il y a toute une littérature là-dessus. L'immobilier, ça peut baisser, hein, ça a baissé au début des années 90 en France, on l'a oublié. Et en plus, pourquoi ça augmente en ce moment l'immobilier? Parce que tous les journaux vous disent, c'est le moment d'en profiter, les taux d'intérêt sont bas. On a l'impression qu'on achète non pas pour vivre dedans, non pas parce qu'on aime un appartement, non pas parce qu'on en a besoin, on achète un appartement parce que les taux sont bas. C'est vraiment pourquoi t'as acheté cet appartement? Parce que les taux sont bas. Alors, si demain, comme on vient de le dire, tu viens de me le dire, les taux sont plus bas, alors donc plus personne va acheter d'immobilier? Eh ben probablement. Et donc, est-ce que la hausse des taux de la Banque Centrale Européenne ne va pas couper net tout ce vent acheteur qui nous disent acheter l'immobilier parce que les taux sont bas? On ne dit pas acheter l'immobilier, ben voilà. Eh ben ça, c'est une sacrée question sur la pertinence de l'achat immobilier. Néanmoins, j'ai un conseil. Vas-y, Axel, on t'écoute. Voilà. En plus, je vais te dire, c'est pas mon conseil. Ce qui fait que c'est le conseil de Warren Buffett. Warren Buffett, je ne sais pas si tu sais, c'est la troisième fortune, 2 ou 3e plus grosse fortune des États-Unis. Hein. Le mec, il n'a jamais rien fait de sa vie. Il a fait que acheter et vendre. Hein, il a commencé... Principalement dans la bourse. Il s'est enrichi principalement en investissant dans la bourse et voilà. Sa légende n'est plus à faire. Voilà, il commençait à 6 ans. Je crois qu'il allait acheter des bouteilles de soda au supermarché du coin et il les vendait devant chez lui en se faisant une petite marge. Il a fait ça toute sa vie. Et il a un conseil. Il dit, si vous voulez acheter, si vous voulez acheter sans perdre. Et c'est très simple, tu vas voir le conseil. Il dit, il faut acheter pour garder. Si vous achetez en vous disant, j'achète parce que je vais le revendre plus cher, eh ben ça, c'est le meilleur moyen pour faire une mauvaise affaire.
En revanche, si vous achetez un appartement en vous disant, mais si je le garde toute ma vie, moi ça me va. Cet appartement, si je le garde, en fait, il est vachement bien placé devant la mer. Je l'achète pas pour moi. Mais franchement, si j'ai pas à le revendre et qu'on me dit, bah tiens, son prix d'immobilier, le prix va être divisé par 2, ça m'est complètement égal. Parce que moi, cet appartement, il est bien placé, il est agréable, j'y mettrai mes enfants. Franchement, je veux l'acheter pour le garder. Et ben là, tu es sûr de faire une excellente affaire et que cet appartement, tu vas voir, il va monter. Alors que si tu achètes, on te dit, ah ouais, non, mais il paraît que ce quartier, ça va monter, puis je vais le revendre dans 2 ans avec 30% de plus-value. Ah non, mais je m'en fous, je veux même pas le voir, moi, il paraît que ça va monter, etc. Et ben là, tu vas acheter, tu vas te faire avoir. Voilà. Conseil de Warren Buffett, j'investis dans des... il faut acheter pour garder. J'investis dans des immeubles de rapport et effectivement, tous les formateurs qui te forment sur ces trucs-là te disent, en fait, investissez pour générer du cash flow pendant la durée d'exploitation du bien. Si vous faites une plus-value après, c'est très bien. Voilà. Mais en fait, il faut un peu choisir. Soit vous allez générer du cash flow pendant la durée d'exploitation de votre investissement locatif et éventuellement, la cerise sur la gâteau, ce sera peut-être une plus-value à la revente. Mais vous ne pouvez pas parier. Vous ne pouvez pas miser toute votre stratégie d'investissement locatif sur une plus-value à la revente. C'est trop risqué. C'est trop, sauf à être marchand de biens, mais marchand de biens, c'est encore autre chose, c'est un métier. Ouais. Et voilà, mais quand on est investisseur lambda, comme moi, peut-être comme toi, on parie pas à 2, 3, 4, 5 ans, surtout sur du court terme, sur une plus-value. Tu as tout à fait raison. Acheter pour revendre plus cher, ça s'appelle être trader. Et je sais que l'un de tes rêves, c'est d'interviewer Jérôme Cardiel. Et ben voilà, le marché de trader... Le marché de trader, ça peut très mal se terminer. Confère Jérôme Cardiel qui a perdu 5 milliards d'euros avec cette idée. Il n'a pas suivi le conseil de Warren Buffett, il a acheté pour revendre plus cher. Résultat, il a perdu 5 milliards d'euros. Voilà. Donc, non, il a fait perdre à une entreprise 5 milliards d'euros. Il a laissé beaucoup de plumes au passage, mais je crois que personnellement, il le dit dans ses livres, il y a beaucoup gagné, mais pour d'autres raisons, il s'est découvert dans cette galère. Il s'est découvert. Mais c'est cher, ça fait cher la découverte personnelle. Tu connais la phrase, hein, quand tu perds, quand tu dois 10 millions d'euros, non, quand tu dois 10 000 euros, tu as un problème. Quand tu dois 10 millions d'euros, c'est ta banque qui a un problème. Bah oui. Pas mal, j'aime beaucoup. Voilà. Donc, on a bien compris, effectivement. Et par contre, si les taux d'intérêt augmentent, ça va aussi... C'est peut-être pour ça que la Banque centrale hésite, etc. C'est que si les taux d'intérêt augmentent, là, on va favoriser les gens qui font dormir leurs économies sur leur compte. Et là, c'est complètement contre-productif par rapport à la relance et au fait de consommer, parce que tout d'un coup, ça devient beaucoup plus rémunérateur d'avoir son argent sur son... Bon, livret A, peut-être pas, mais tu vois, sur une assurance vie, en comparaison du fait de le dépenser. Et dans une économie où on a besoin de relancer la consommation, c'est pas l'idéal non plus, quoi. Ah ben ça, c'est sûr, hein, que la hausse des taux d'intérêt, ça étouffe l'économie, hein. Et que si tu veux favoriser l'économie, favoriser la création d'entreprises, parce qu'évidemment, un petit jeune qui doit emprunter pour lancer son affaire, si les taux sont à 10%, il va regarder en tous les cas, et que son affaire rapporte. Voilà, un petit jeune qui va emprunter, si les taux sont à 10% et que son affaire rapporte du 8% par an, tu vois bien que c'est pas rentable. Donc, plus les taux sont élevés, plus des tas de projets d'entreprise vont être abandonnés. Quand les taux sont à 0, si tu as un projet d'entreprise qui rapporte 1%, ça vaut le coup. Tu t'endettes à 0, mais ton affaire rapporte 1% par an, tu es gagnant. Si les taux sont à 4%, toutes les projets d'entreprise qui rapportent moins de 4% ne sont pas rentables, parce que dans ce cas-là, d'abord, l'investisseur dira, écoutez, si votre affaire, ça rapporte du 3%, moi, j'aime autant mettre mon argent en livret A, parce que le livret A me rapporte du 4%. Tu vois, ce sont des arbitrages. Et quant aux petits jeunes, s'endetter et payer 4% par an pour une affaire qui va lui rapporter 3% par an, ça vaut pas le coup non plus. Donc, tu as tout à fait raison. Quand on relève les taux, le problème, c'est qu'on étouffe une économie. C'est pour ça qu'ils ne le feront pas brutalement, hein. Mais tu vois, tu parlais des taux d'intérêt qui étaient à 2 chiffres dans les années 80. Mais encore une fois, quand tu achetais de l'immobilier dans les années 80, c'est difficile parce que tu ne pouvais pas être sûr à l'époque
que ton bien allait prendre une telle valeur. Mais c'est sûr qu'avec le recul, on voit que l'immobilier a tellement évolué entre les années 80 et les années 90 et début 2000 que, de fait, même ces 10% ont été énormément, si ce n'est beaucoup, compensés par les plus-values que les gens ont pu faire sur leur immobilier. Alors qu'aujourd'hui, si les taux d'intérêt remontent, malheureusement, ça va pas créer plus de dynamisme, dans le sens où ça ne nous garantit pas qu'effectivement, en achetant maintenant avec des taux d'intérêt qui vont remonter, on puisse quand même faire une plus-value dans quelques années, quoi. Moi, je m'interroge sur... je pense qu'on fait une obsession sur l'immobilier en France parce qu'il a énormément augmenté depuis 30 ans, parce qu'on a une peur de l'avenir qui consiste à dire, bah, écoute, si demain, j'ai rien, j'ai pas de retraite, au moins j'aurai un toit pour passer mes vieux jours. Mais je pense que c'est une obsession un peu française parce que si tu regardes en Allemagne, l'immobilier est pas cher. Enfin, il était pas cher jusqu'à récemment. C'était pas un sujet. Les gens étaient locataires, ils se posaient pas la question. À Berlin, je crois que 80% des Berlinois sont locataires. Si tu regardes aux États-Unis, pour leur retraite, les gens confient leur retraite à des gestionnaires. Ces gestionnaires, il faut qu'ils voient à une génération. Bah, crois-moi, ils se disent à une génération, le meilleur placement, c'est pas l'immobilier, ils placent en bourse. Comme on l'a dit, tu fais un calcul simple, hein, le CAC 40 a été créé en 88, 1000 points. Aujourd'hui, le CAC 40, il est à 7000 points. Donc, tu vois, en combien? En 33 ans, le CAC 40 a été multiplié par 7. Ça veut dire 600% de hausse. Et je ne compte pas les dividendes, parce que le CAC 40 n'intègre pas les dividendes. C'est pour ça que les gestionnaires de fonds de retraite aux États-Unis, ils voient bien ça. Et ils se disent, à l'échelle d'une génération, pour assurer ses vieux jours, mieux vaut mettre ses billets dans des entreprises que dans l'immobilier, qui est quand même, l'immobilier, c'est quoi? C'est de la pierre, hein, c'est du fossile. Tu fossilises un petit peu ton investissement. Alors, je suis d'accord avec toi, l'immobilier, ça aura toujours de la valeur, mais bon, c'est quand même pas très productif. Je veux dire, un bien, il produit pas énormément de choses, il gagne pas en compétitivité. Enfin, tu verras jamais un appartement faire des petits appartements, alors que tu vois une entreprise, comment dire, monter en gamme, etc. Donc, moi, je pense qu'on a une hypertrophie de l'immobilier, peut-être par un rejet de la bourse d'ailleurs, parce qu'on a souvent, c'est très Ça, années 80, 90, la bourse à mauvaise presse. Ouais, c'était un peu à l'école, on nous dit la Deuxième Guerre mondiale a été créée par le crack des années 30. Donc la bourse, c'est un peu le... Puis après, on nous dit que la bourse, c'est le casino. On parle des cracks, des traders de Jérôme Kerviel. Donc la bourse à mauvaise presse. Moins maintenant d'ailleurs, parce qu'il paraît que les jeunes se mettent à... Alors, j'ai lu ça. Ils vont en bourse, non pas du tout, parce que ce sont devenus des capitalistes, mais en fait, ils sont passés des paris sportifs au casino en ligne. Trading. Et ouais, et maintenant, les nouveaux sites pour acheter des actions ont repris les codes de ces Bimax, là, gros gain, gros respect. Et donc, un petit peu comme quand en assurance vie, quand on prend des unités de compte, on fait de la bourse comme sans le savoir. Je crois qu'il y a pas mal de jeunes qui vont sur... Alors, c'est pas sans le savoir, mais disons qu'ils sont passés des paris sportifs au casino en ligne, enfin au blackjack, à la spéculation sur les actions à fort. Un petit peu par le Bitcoin, quoi. C'est un peu la logique Bitcoin. Bon, tout ça pour dire que la bourse n'a pas bonne presse et qu'on préfère l'immobilier en France parce que, comme le disent des professionnels, tous les Français ont une pierre dans leur ventre. Mais moi, je pense, mais c'est un avis personnel. D'ailleurs, je suis locataire. J'ai fait une mauvaise erreur. Je me suis trompé. J'aurais pas dû être locataire. Mais bon, je pense qu'on a une hypertrophie. On voit, on est un peu trop centré sur l'immobilier. Mais je sais que c'est pas ton avis, toi, Delphine. En fait, c'est différent. C'est-à-dire que moi, j'ai plusieurs critères. Il y a un critère d'appétence. J'ai moins d'appétence pour la bourse que pour l'immobilier. J'ai l'impression d'avoir une maîtrise plus grande sur l'immobilier que sur la bourse. Mon deuxième critère, c'est que mon appréciation du risque penche pour l'immobilier. J'ai l'impression que quand j'achète un immeuble et que je le divise ou qu'il est déjà divisé et que je mets les apparts sur Airbnb et que je vais chercher une renta à 20% brut, un rendement à 20% brut, j'ai l'impression que je prends moins de risques que si je faisais l'équivalent en rendement brut en bourse ou en trading. Donc, forcément, moi, j'ai envie d'aller vers là où
mon cœur me dit vas-y, là où j'ai l'impression de maîtriser mieux et là où j'ai l'impression d'avoir les meilleurs rendements avec le rapport rendement-risque le plus favorable. Donc pour moi, c'est l'immobilier. Mais moi, ça me pousse à faire de l'immobilier de location courte durée. Ce qui n'est pas le cas. Il y a plein de gens qui en ont un herpès parce que c'est de la gestion. C'est plus de gestion que d'avoir un locataire à l'année. Mais ce que tu me dis, c'est qu'en fait, c'est ton métier, c'est une foncière. Tu fais le boulot d'une mini-foncière, mais donc voilà, tu es même pas dans une logique d'épargne à long terme, tu es dans une logique d'activité récurrente. Ben oui, c'est un travail de foncière ce que tu fais, mais c'est un peu différent ça. Et je conçois tout à fait, voilà, t'en as fait ton métier. Ouais. Tout à fait. Ça, c'est la première fois que quelqu'un me dit que j'en ai fait mon métier, mais c'est pas faux en vrai. C'est pas faux, c'est vrai que ça démarre. T'achètes à temps, ça te dégage un rendement qui est supérieur à ce que tu as au coût de ton emprunt, et donc ça te fait une marge qui te permet d'en vivre. Voilà. Et alors c'est drôle parce que j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais c'est vrai que tu parlais des zones qui ont peu augmenté en immobilier. On part de l'immobilier des grandes villes qui a beaucoup augmenté, mais en l'occurrence, moi j'investis, donc j'habite entre Dunkerque et Calais. Calais, Boulogne, un peu plus Dunkerque, mais c'est des zones qui sont à moins de 1 500 € du mètre carré. Donc, c'est des zones qui... Alors, peut-être qu'elles augmentent, mais c'est dans des proportions qui sont... Et pourtant, c'est des villes de bord de mer qui ont une certaine attractivité. Bon, il y en a qui jouissent d'une mauvaise réputation, mais elles ont des atouts. Voilà, je me dis que dans cette France qui se décentralise du fait notamment du home office, du télétravail qui se généralise, je me dis qu'aussi ces villes-là, toutes, vont aussi retrouver un petit peu d'âme et de quelque chose qu'elles avaient perdu quand tout se passait dans les grandes villes. Alors ça, tu as raison, en plus, on n'a aucune idée de quel sera l'impact du télétravail sur l'immobilier, parce que tout à l'heure, on parlait des salaires qui n'augmentent pas. Ça présente une nouvelle menace, le télétravail. Hein. Les chefs d'entreprise se sont rendus compte pendant le confinement de deux choses. Un, que le télétravail, ça marchait. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, les gens pouvaient Avant, les patrons étaient toujours tétanisés à l'idée de ne pas avoir leurs ouailles dans leur bureau. Et qu'un manager, tu dois faire du présentiel. Mais parce que les managers intermédiaires n'ont l'impression d'exister que s'ils peuvent surveiller, regarder, contrôler. Malheureusement, en France, c'est ce qu'on met derrière la casquette de manager intermédiaire. Et donc, s'il paye à personne autour de lui et qu'il ne peut pas bien contrôler, pas bien vérifier, pourquoi il existe ? Enfin, ça repose la question du sens de cette pyramide aussi. Donc, mais les managers ont réalisé que le télétravail, ça marchait. Deux, ils sont tous équipés en logiciels collaboratifs de Zoom, etc. Donc, hop, dans la tête, en fait, on est prêt à faire le télétravail. Ensuite, il y a la question suivante. Tiens, puisque tu télétravailles depuis la Normandie ou depuis la Bourgogne, mais au fait... on ne pourrait pas tout aussi efficacement trouver quelqu'un qui nous fait du télétravail, mais depuis Casablanca, Madagascar ou Bangalore, où les coûts salariaux et les charges sociales sont beaucoup plus basses. Et donc, la question est, après la délocalisation des cols bleus des usines, est-ce qu'on ne s'oriente pas vers une délocalisation des cols blancs, des architectes, des ingénieurs ? Tu sais que les DRH tenaient leur congrès récemment, et ils ont fait une liste comme ça de tous les métiers qui risquaient de partir à l'étranger parce qu'ils pouvaient être télétravaillables depuis la Tunisie, le Maroc ou l'Inde. Et donc, ils mettaient développeur web. Et alors, dans la liste, il y avait une liste de 10 métiers. Il y avait d'ailleurs RH, ressources humaines, ce qui ne manquait pas de sel, puisque c'était un congrès de DRH qui était en train de disserter sur la disparition de leur propre job à cause du télétravail. Donc, tout ça pour dire... L'autre phénomène, c'est aussi... si demain j'emploie quelqu'un en télétravail et qu'avant il venait au bureau, il était à Paris, je devais me calquer sur des salaires de la région parisienne, demain j'embauche cette même personne qui est en France, mais qui est à Agen, le coût de la vie étant moins important, en fait, peut-être que là où je payais un Parisien, un Francilien 3 000 €, peut-être que la personne que j'embauche à Agen, je peux peut-être la payer 2002, quoi. Mais c'est déjà une réalité, ça. Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, a dit « Ah, vous voulez être en télétravail ? Vous quittez San Francisco, très bien. Vous allez dans l'Oregon ? Bon, on va vous payer moins cher. Voilà, on les paye. On
on moyenne à la baisse le salaire en fonction du lieu où vous habitez. Ce qui fait que si vous En fait, il y a des télétravaillez... vraies politiques. Voilà. Il y a des entreprises dans le monde qui font ça depuis un moment. Il y en a qui se disent, moi, je veux juste les meilleurs, peu importe où eux choisissent de vivre. Et puis, il y a les entreprises qui se disent, moi, quand même, je veux les meilleurs, mais en vrai, quand même, il y a des tels niveaux de vie entre celui qui choisit d'être à Singapour et celui qui choisit de vivre en Andalousie ou encore pire au Maroc. Et du coup, en fait, je vais quand même créer des zones de revenus. Et si tu décides de vivre là, je te paierai moins que toi si tu décides de vivre à Singapour. Tout ça pour dire, pour revenir sur l'inflation, que c'est pas parce que les prix des pâtes augmentent ou le prix de l'immobilier augmente ou le prix de l'essence augmente que le patron va forcément en tenir compte, parce que lui, il va avoir un arbitrage à faire. Il va dire, le prix de l'essence est plus cher ici, ou le prix des pâtes augmente là. Moi, si le salarié finit par me coûter trop cher, je vais en prendre un en télétravail dans un autre pays où les coûts me reviendront moins cher. Tu sais, c'est la fameuse histoire, hein, la terre est plate, et malheureusement, les entreprises peuvent faire davantage d'arbitrage en la défaveur et ne pas suivre l'inflation, la hausse des prix. Ce qui met de plus en plus de pression, parce que là, si on parle un peu de solutions finalement que les gens ont face à cette hausse des prix, il y a une solution long terme qui est quand même Avant, on déléguait un peu la gestion de sa carrière à son employeur parce qu'on restait... tu commençais en intro en disant t'es resté 24 ans chez Europe 1. Moi, la génération de mes parents ont délégué la gestion de leur carrière à leur employeur et ils ont fait quasiment tous les deux toute leur carrière chez le même employeur. Nous, aujourd'hui, on a une responsabilité de vie. Tout le monde, en fait. Col bleu, col blanc, on n'a plus le choix que d'avoir cette gestion de carrière qui n'est pas forcément facile à avoir pour tout le monde, parce que ce qui fait que notre employeur va nous garder et va accepter de continuer à nous payer un prix correct, même si on est en télétravail, etc., ça reste parce qu'il se dit, celui-là, je veux le garder, en fait. On est quand même dans un monde où c'est pas évident de recruter des bonnes personnes, où l'employeur perd beaucoup d'argent à essayer de trouver des bonnes personnes. Et se former et être cette bonne personne pour un employeur, c'est aussi la garantie que le marché, on essaie de retourner le marché, en fait. On essaie de se rendre attractif pour notre employeur et les autres qui viendront. Alors, ça, c'est pas évident, je trouve. C'est sûr qu'on est plus individualiste dans notre carrière professionnelle, mais alors, c'est aussi une réaction par rapport aux entreprises qui n'hésitent pas à te jeter comme un Kleenex quand elles n'ont plus besoin de toi. Tu sais, c'est la fameuse histoire de Nissan, quand Carlos Ghosn est arrivé pour reprendre en main Nissan au Japon. On a réuni les cadres de Renault, on a dit, mais vous savez, au Japon, on vire pas les gens. On vire pas les gens, même si on n'en a plus besoin. Il a dit, c'est exactement comme si, dans un pays, on a 20 000 personnes en trop, on va les mettre sur un bateau, puis on va leur dire, partez. Non, une entreprise japonaise se sentait responsable de ses ouailles. La révolution libérale et l'agilité des entreprises fait qu'aujourd'hui, elles ajustent en permanence leurs effectifs, pour différentes raisons. Mais donc, le télétravail est ajouté là-dessus, ce qui fait que le salarié se sent de moins en moins redevable et a de moins en moins de fidélité vis-à-vis de son employeur. Il est plus dans une démarche individuelle. Mais en même temps, tu sais, je me demande si c'est pas aussi cette reprise en main, cet individualisme peut pas être source d'épanouissement. J'en veux pour preuve. Je me demande si c'est pas lourd à peser, à porter pour, tu sais, un enseignant qui rentre dans l'éducation nationale. Il a 24 ans, il rentre devant une classe de 6e, il se dit, voilà, toute ma vie est tracée jusqu'à la retraite, avec une perspective de salaire qui est gravée dans le marbre, qui est pas fabuleuse. Est-ce que tu crois que c'est épanouissant ? Tout à l'heure, je te parlais de l'impression d'être resté trop longtemps dans la même entreprise. Je pense que ça peut faire du bien mentalement de se dire, ma vie n'est pas tracée à vie à 24 ans. Moi, je suis entièrement d'accord. Mais cette responsabilité individuelle, je pense qu'elle n'est pas évidente, mais c'est un énorme levier dont on ne se rend pas compte. Parce que si on refait le lien avec la hausse des prix, on se dit, OK, mais qu'est-ce que je peux faire face à cette hausse des prix ? Alors, c'est sûr qu'à court terme, à part renégocier son contrat et essayer d'aller chercher un fournisseur moins cher, mais encore une fois, on est dans la concurrence du moins cher. Indirectement, on favorise aussi des mécanismes qui peuvent nous être défavorables. Une des solutions, effectivement, c'est de dire, OK, moi, je veux faire baisser le risque qui pèse sur mon emploi, sur ma compétence, etc. Donc, je continue à me former, je développe mon savoir sur ça, je vais essayer d'aller dans telle niche où là, en ce moment, c'est porteur, mais cette niche, elle va peut-être être porteuse pendant 5 ans.
c'est pas toute sa carrière, il faudra se réinventer encore 5 ans ou 10 ans après. Mais franchement, rentrer aujourd'hui sur le marché du travail et avoir conscience de ça, ça change la trajectoire. Et pour ceux aujourd'hui qui sont déjà sur le marché du travail depuis longtemps, qui ont 40 ans, 45 ans, 50 et plus, c'est pas trop tard. Mais effectivement, il faut faire ce travail-là. C'est à vous de le faire. Et c'est pas à l'employeur de « Ah, il est peut-être bien celui-là, en fait ». C'est à vous de montrer, c'est à vous de vous rendre indispensable. Et c'est ça qui est dur. Ouais, c'est l'histoire de la formation continue. C'est vrai qu'on le fait peu. Les Allemands ou les pays nordiques le font beaucoup plus. C'est vrai qu'en France, et je m'inclus dedans, hein, je veux dire, c'est pas facile. Hein, on a l'impression qu'on a fait des études, qu'on a eu un diplôme à 25 ans et qu'ensuite on sait tout. Et que voilà, on a des compétences jusqu'à la fin de sa vie. Bah voilà, c'est en ce moment Et puis c'est notre employeur qui est responsable de ça. Ouais. Souvent on se dit bah non, c'est lui qui a les budgets, les machins, et on se dit bah non, il veut pas me le payer ou je vais pas assez sur mon CPF. Oui, mais en fait, tu es en train de dire que si tu le fais, ton toi employeur veut pas te former, alors moi oui, mais moi j'investis des sommes folles. Mais après je suis indépendante, donc moi je peux compter sur personne. J'ai investi 35 000 € en coaching ces 12 derniers mois. Mais je suis une exception, il y a peu de gens qui font ça. Mais avant, moi, il y a encore 3 ans, j'ai considéré qu'en sortant de Sciences Po, c'était pour la vie, que mon éducation n'était plus à faire. C'est parce que j'ai fait évoluer mon mindset sur ces questions-là. Mais j'ai encore des amis qui me disent « Bah oui, mais moi, mon employeur ne voudra jamais me payer cette formation. » Bah forcément, parce que cette formation, elle n'est pas exactement en lien avec le métier que tu veux faire. Donc, tu as 2 choix. Soit tu attends que ton employeur il se réveille, mais il y a peu de chances qu'il se réveille. Soit tu te dis « En fait, c'est ma vie. C'est ma vie, en fait. Ce que je vais faire, ce que je vais apprendre, comment je vais évoluer, comment je vais mener ma carrière, c'est ma vie. Est-ce que je peux pas faire des arbitrages sur mon épargne pour faire en sorte d'avoir cet argent-là parce qu'on parle de ma vie et c'est à moi de mener ma barque si effectivement mon employeur n'a pas le souhait de me former dans tel ou tel domaine qui est un peu annexe à mon poste actuel. Mais tu as raison, c'est tout à fait la solution, être dans une démarche offensive, essayer soi-même, on parlait de l'importance de monter en gamme, essayer soi-même de monter en gamme dans son emploi, dans ses compétences, plutôt que d'être sur le défensif, comme tu le disais, qui consiste à dire « Ah, bah, j'ai moins d'argent, je vais essayer de faire des économies en allant chercher les opérateurs plus ou moins margoulins et à la fin, ça va me revenir 2 fois plus cher. » C'est sûr que ça, la course au moins cher amène de la complexité dont on se demande à la fin si on est véritablement gagnant. Donc, tu es dans une démarche offensive qui, franchement, bravo, parce que c'est une remise en cause permanente et puis il faut, voilà, tous les matins, il faut se lever en se disant « Allez, je me prends par la main et j'y vais. » Merci Axel. On est loin de l'inflation, mais si, quelque part, c'est les questions du pouvoir d'achat, quoi, voilà, hein, ce dont on parlait. Exactement. Et j'ai encore 2 thématiques. Oh non, j'ai encore une dernière thématique et une question finale que je pose à tous mes invités. Ce fameux, alors là, je reviens encore au début. Ce fameux chèque carburant qui, en fait, est une indemnité classe moyenne. Classe moyenne, ouais. Il a été défini par rapport au revenu médian. 2 000 €. Et donc, le revenu médian, c'est 50% des Français qui gagnent moins, 50% des Français qui gagnent plus. Et je sais qu'en farfouinant un petit peu, ce que l'INSEE ou l'Observatoire des inégalités plutôt considère comme la richesse, c'est 2 fois le revenu médian. Donc, on va dire grosso modo 4 000 €. Il y a dans ces 2 chiffres, moi, quelque chose qui m'étonne et qui avait étonné un de tes intervenants dans C'est dans l'air, c'était... Donc, en fait, on considère indirectement que 2 000 ou par extrapolation 4 000, c'est un certain niveau de richesse. Mais on ne peut pas dire que 50% de la population qui gagne plus de 2 000 € est riche, mais il y a un peu de cette idée-là. Et surtout, est-ce que vraiment dans la tête des gens, 4 000 €, c'est être riche ? Tu vois ? J'ai l'impression qu'il y a une énorme décorrélation entre la statistique qui reflète une vraie réalité. Mais est-ce que les gens qui sont à 2 000 € ont l'impression, on reconnaisse et se disent « Attends, je vis en France, pays riche, et il y a 50% de la population qui gagne entre le SMIC, le revenu minimum, et 2 000 €? C'est quand même énorme, quoi. Bah oui, bah bien sûr, tu as raison. Bon, on est toujours le riche et le pauvre de quelqu'un. Hein. Si on est à 3 000 € et qu'autour de soi, tout le monde gagne le double, on va se sentir le pauvre. Et puis après, effectivement, la question de l'environnement humain est importante. Hein, donc, et même,
je pense qu'à 2 000 euros, il y a certains. Moi, j'ai habité, je te dis, la Drôme, Dijon. Je voyais bien que la question immobilière est centrale dans cette question du pouvoir d'achat. Et donc, en fonction des prix de l'immobilier, être à 2 000 ou 4 000, c'est pas du tout la même chose. Aujourd'hui, c'est idiot, mais à 4 000 euros, si tu as une famille, c'est difficile de vivre dans Paris, parce que l'immobilier, si tu veux 2-3 chambres, c'est compliqué. Donc, c'est pour ça d'ailleurs, et c'est une proposition d'ailleurs, Geoffroy de Roux de Bézieux disait il faut y réfléchir, mais autrefois, on avait des SMIC territoriaux. C'est-à-dire que le SMIC n'était pas le même suivant que tu habitais dans une grande ville, à la campagne, etc. Alors, c'est toujours compliqué parce qu'on va dire, ah, mais alors, j'habite là, ça crée la concurrence je gagne territoriale. 1 500 euros. Ouais, je fais 200 mètres, je suis à 1 300 euros. Pour les frontaliers de département, c'est compliqué. On voit bien que c'est compliqué. Mais il y a quand même cette idée qu'évidemment, suivant... Et on en revient à cette hypertrophie de l'immobilier, parce qu'en fait, de quoi on parle derrière tout ça? On parle de l'immobilier. Il y a un poids écrasant de l'immobilier quand même qui, par la hausse, a contribué à 2 choses. D'abord, à une paupérisation des jeunes et à une explosion des inégalités, parce que on a quand même d'un côté la France de ceux qui ont acheté un bien pas cher et qui aujourd'hui vaut très cher, et de l'autre côté ceux qui ont raté le train et qui se retrouvent paupérisés du fait de l'immobilier, ce qui fait que, comme tu le dis, cette notion de 2 000 ou 4 000 euros, elle est compliquée. On sait bien que le poids de l'immobilier fait qu'aujourd'hui, le niveau de vie des retraités, ce qui est unique au monde en France, est supérieur au niveau de vie des actifs. Évidemment que l'immobilier et les revenus qu'il procure, y contribuent. Les retraités d'aujourd'hui qui sont propriétaires, en général... Oui, mais tu as beaucoup plus de propriétaires chez les retraités que chez les jeunes. Oui, mais c'est vrai que si tant est qu'ils aient fait leur... Parce que c'est pas... Peut-être que leur dernier achat immobilier, ils l'ont fait récemment, mais en tout cas, s'ils ont commencé à rentrer sur le marché de l'immobilier, qu'ils ont fait leurs premiers achats étant jeunes, dans les années 70-80, de fait, ils ont fait de culbute en culbute. Et oui, je comprends tout à fait. C'est pour ça qu'Emmanuel Macron avait commencé son quinquennat, tu sais, en augmentant la CSG des retraités, sans la compenser pour les retraités, en partant de ce constat que la France était l'un des seuls. Voilà, alors ils étaient furieux en disant mais j'ai jamais pris les retraités pour un portefeuille, mais la France était l'un des rares pays où le niveau de vie des retraités, mais ça c'est une statistique. Après tout, on peut s'en enorgueillir, mais c'est un fait. Dans les autres pays, le niveau des retraités est inférieur au niveau de vie des actifs. Alors, pour terminer, je vais te poser une question que je pose à tous mes invités. C'est pas une question piège. Quel est le dernier achat de moins de 100 euros qui a été le plus impactant dans ta vie récemment? Oh la colle. C'est dommage parce que j'en ai un, mais je l'ai payé 117 euros. Allez. Auquel je pense. Ça marche? Pendant que tu nous le dis, ça se trouve, il y en a un autre qui va venir dans ta tête. Mais vas-y, partage-le. Tu sais ce que c'est? C'est ce que j'ai en ce moment sur mes oreilles. Ah. Et ouais, j'avais très peur de les perdre parce qu'en fait, j'en avais acheté des bas de gamme que j'avais perdus à 10 euros. Et ils marchaient mal et je les avais perdus. Alors, on parle d'écouteurs Bluetooth. Les écouteurs Bluetooth. Et du coup, je me suis surpris, il y avait une promo sur une plateforme que je ne nommerai pas et je les ai achetés. Et je trouve que c'est vachement bien parce que j'ai arrêté de m'emberlifier. Moi, j'écoute beaucoup de programmes en podcast. Je suis sans arrêt avec mes écouteurs dans les transports en commun. Et je vais pas faire la pub. Je trouve qu'on n'est plus avec ces fils partout. Donc voilà, typiquement. Et c'est un objet, on se dit, ah bah tiens, on s'ennuie la vie. Là, voilà un truc. Bon, ça vaut quand même 117 euros. Mais très pratique. Alors attends, un autre truc. Je vais quand même le trouver, un truc de moins de 100 euros. Oh là, un truc ou un service, enfin tu vois, vraiment un achat. Ça peut être quelque chose que tu aurais offert ou un bon moment que tu t'es offert, que tu as offert à quelqu'un, que tu as passé. Moi, je suis assez peu matérialiste et j'aime beaucoup. J'aime pas trop les objets. Je préfère les bons moments entre amis, etc. Donc c'est surtout, comme tu dis, des services. Mais donc c'est idiot, je vais pas dire un restaurant que j'ai offert ou c'est des choses comme ça, quoi. Et je trouve que être avec ses enfants à table, c'est idiot, mais aller au restaurant, on peut parler avec eux, c'est très agréable. Alors que quand on les a à déjeuner ou à dîner, on est là en train de faire la boniche et on parle pas avec eux, on leur dit termine, etc. Et on n'est pas dans l'échange et le partage. Donc c'est idiot, mais le restaurant, je trouve que c'est une expérience assez unique,
où on peut partager, rencontrer, discuter, faire parler ses enfants pour moins de 100 €. Et je comprends très bien, d'ailleurs, tu sais que ce sont des chiffres post-Covid qui sont tombés. Il y a eu les gagnants et les perdants. On s'aperçoit que les supermarchés sont les grands perdants parce qu'on a un peu perdu l'habitude d'y aller. Et en revanche, et ce sont des chiffres comparés à 2019, donc avant la période du Covid, eh bien, les Français vont plus au restaurant, 6,5% de plus. Bah voilà, parce que cet échange, ce moment où on est... c'est pour ça qu'il faut des serveurs d'ailleurs. Où on peut échanger avec ses proches dans un moment convivial et libéré, je trouve que c'est une expérience très agréable. Voilà. Et ça me vaut moins de 100 €, je l'ai trouvé, ton service. Merci Axel. Merci Delphine, c'était très sympa. Ouais, merci sincèrement. Franchement, on a parlé plein de choses. Cet épisode est riche comme je voulais qu'il soit, voilà, à l'image du podcast. Et je te remercie de m'avoir consacré tout ce temps-là et aux auditeurs, évidemment, indirectement, parce que ça, c'est mon petit plaisir de la conversation, mais que je retranscris après. Donc, voilà. Et puis, c'est bien parce que du coup, je me remets en cause. Je me dis qu'il faut que je fasse comme toi, que je fasse plus de formation continue. Parlons-en, en dehors du micro. Ouais, bon. Ok. Donc, les auditeurs peuvent te retrouver. Apparemment, t'es pas mal sur Twitter, non ? Alors, je vais faire ma journée type, tiens. Le matin, oui. Je vais faire de la pub. À Télématin, 2 chroniques écho. Et hyper tôt, en plus, 7h moins le Télématin. quart, 8h moins le quart. Ouais. 7h Avec Thomas Soto. Très sympa. C'est les 2 mêmes France chroniques 2. à chaque fois ? Ah non, 2 chroniques différentes. En direct, pas de conserve. Tu fais 2 chroniques par jour ? Ouais. Oh là là, je sais Après, que c'est 9h30, France Info, Canal 27. Je fais l'info, c'est clair. 50 minutes, un sujet d'actualité décortiqué avec des experts. Et le week-end, le vendredi et le samedi, je fais C'est dans l'air. Donc, je prends la suite de Caroline Roux qui assure le C'est dans l'air du lundi au jeudi. Voilà, ça me fait des belles semaines. Très sympa. Tu te lèves à quelle heure ? Bon, je me lève, je fais des siestes. Là, d'ailleurs, il va falloir que j'y retourne Ouais. pour la sieste. Pour la petite histoire, on a enregistré à 9h du matin, juste après ces enregistrements Voilà. télé, comme ça. Non, c'est pas des enregistrements, c'est du direct. Ah oui, direct, pardon. Moi, et juste après le tournage en direct, pour voilà. qu'après, il puisse aller faire une sieste, parce qu'il m'a dit, je suis en milieu de journée, ma concentration est plus aléatoire, on va dire ça comme ça. C'est ton moment de repos. Bon, donc voilà, on peut te retrouver sur tout France Télé et puis sur Twitter, parce que je crois que tu es un petit peu actif sur Twitter, donc voilà. Merci Axel. Merci Delphine, au revoir. Au revoir. Merci à tous mes warriors chéris d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Est-ce que ce premier épisode écho vous a plu ? Est-ce que vous en voulez encore ? N'hésitez pas à m'écrire sur Insta en message privé pour me faire part de vos impressions, de vos commentaires, de tout ce que vous a appris cet épisode. Moi, ça me permet de savoir si je continue ce type d'épisode ou si je stoppe tout de suite, même si en vrai, je vous avoue que j'ai, moi, tellement kiffé. Voilà, changer un petit peu d'horizon et parler d'économie que, à mon avis, le prochain épisode éco va pas tellement se faire attendre. Donc si cet épisode vous donne aussi des idées de sujets que vous avez envie de me soumettre, vous pouvez aussi tout simplement me retrouver sur Insta. C'est toujours sur Insta que ça se passe. Pour m'écrire, franchement, c'est plus simple pour moi que les emails. Ce que moi j'ai aimé en vous proposant cet épisode, franchement, c'était de faire le pont entre la conjoncture économique, ce qu'on voit sur BFM TV, mais même au journal de TF1, et notre vie quotidienne. Parce qu'en fait, la conjoncture doit avoir une place dans nos facteurs de décision, notamment quand on parle d'investissement. Et s'éduquer à ces sujets, c'est franchement pour moi un beau cadeau qu'on se fait, car on s'offre une autre grille de lecture de ce qui se dit dans les médias. On devient des citoyens, des personnes qui savons lire entre les lignes, entre les chiffres, entre les discours, et personnellement, ça, je trouve ça hyper enrichissant. Voilà donc pour aujourd'hui, je vous retrouve bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous et de vos finances. Ciao, bye bye.